Tout le monde a ri lorsque la petite fille de la femme de ménage a couru dans la pièce pour résoudre le calcul qui ferait perdre des millions aux millionnaires s'il n'était pas résolu. Quand la fillette a terminé le calcul, tout le monde était sous le choc. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. C'était un jeudi après-midi chaud et étouffant lorsqu'Harper s'assit sur le sol froid du petit salon. Ses jambes maigres étaient croisées, ses cheveux bruns tombaient sur ses épaules tandis qu'elle tenait un crayon usé entre ses petits doigts. Le papier devant elle était rempli de chiffres et de symboles qui semblaient danser sous sa plume, formant des équations qui défiaient toute logique pour une enfant de 8 ans. Ses yeux bruns brillaient de concentration, et un sourire subtil se dessinait sur ses lèvres roses chaque fois qu'elle parvenait à une réponse. Elisabeth observait depuis l'embrasure de la porte de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier taché, sentant sa poitrine se gonfler de fierté en voyant sa fille travailler avec une telle aisance. « Harper, tu es si intelligente. Comment as-tu appris les mathématiques comme ça ?» demanda Elisabeth en s'approchant de l'endroit où sa fille était assise. Elisabeth avait 35 ans, mais en paraissait plus en raison de ses cheveux déjà grisonnants aux tempes et des rides prématurées autour de ses yeux fatigués. Ses mains calleuses racontaient l'histoire d'années passées à nettoyer des maisons et des bureaux, à travailler dur pour subvenir seule aux besoins de sa fille. Elle portait un chemisier en coton simple et une jupe qui avait été lavée si souvent que la couleur d'origine était à peine reconnaissable. Malgré son apparence usée, ses yeux verts irradiaient un amour inconditionnel chaque fois qu'elle regardait Harper. Elle s'agenouilla à côté de sa fille, essayant de déchiffrer les calculs incompréhensibles étalés sur le papier. « Je ne sais pas, maman. Je trouve ça facile. Regarde, si tu multiplies 847 par 293, commença Harper, mais sa voix perdit progressivement de sa force. Le crayon glissa des doigts de Harper et roula sur le sol jusqu'à s'arrêter sous le vieux canapé. Ses yeux, qui quelques secondes auparavant pétillaient d'intelligence, devinrent complètement vitreux, comme si elle regardait quelque chose de très lointain que personne d'autre ne pouvait voir. Elisabeth sentit un frisson lui parcourir l'échine en réalisant que quelque chose n'allait pas. La respiration de Harper devint irrégulière, et elle commença à se balancer légèrement d'un côté à l'autre. Elisabeth tendit la main pour toucher le visage de sa fille, mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, Harper s'effondra sur le sol comme une poupée de chiffon, s'évanouissant complètement. Le silence qui suivit fut assourdissant, rompu seulement par le son de l'horloge murale marquant des secondes qui semblaient éternelles. « Harper! Harper! Réveille-toi, mon amour !» cria désespérément Elisabeth, prenant sa fille dans ses bras. Le petit corps de Harper était complètement mou dans les bras d'Elisabeth, qui sentit ses jambes trembler en essayant de comprendre ce qui s'était passé. Elle courut dans la chambre et attrapa les premiers vêtements qu'elle trouva, habillant Harper avec des mouvements précipités et maladroits. Ses mains tremblaient tellement qu'elle avait à peine pu boutonner le chemisier de la fillette. Elisabeth attrapa son sac à main, les clés de l'appartement, et sortit en courant dans les couloirs de l'immeuble, descendant les escaliers 4 à 4 tout en portant Harper dans ses bras. Certains voisins ouvrirent leurs portes pour voir ce qui se passait, mais Elisabeth ne s'arrêta pas pour expliquer. Dans la rue, elle fit désespérément signe à un taxi, criant au chauffeur de l'emmener à l'hôpital le plus proche le plus vite possible. « S'il vous plaît, ma fille s'est évanouie. J'ai besoin d'arriver à l'hôpital maintenant », supplia Elisabeth le chauffeur, qui accéléra immédiatement à travers les rues animées de la ville. Pendant tout le trajet, Elisabeth serra Harper contre sa poitrine, sentant le cœur de sa fille battre irrégulièrement. Elle murmurait des mots d'affection à l'oreille de la fillette, promettant que tout irait bien, même si sa propre voix était étranglée par la peur. Le taxi s'arrêta brusquement à l'entrée des urgences, et Elisabeth sortit en courant avec Harper dans ses bras, criant à l'aide. Une infirmière apparut immédiatement avec une civière, et Harper fut emmenée à l'intérieur de l'hôpital tandis qu'Elisabeth courait à ses côtés, tenant la petite main froide de sa fille. Les portes du centre médical se refermèrent derrière elle avec un bruit sec qui résonna dans les couloirs blancs et aseptisés. « Quelqu'un peut m'aider ? Ma fille s'est évanouie sans raison », cria Elisabeth à l'équipe médicale qui s'approchait rapidement. Un jeune médecin s'approcha et commença à examiner Harper, qui était toujours inconsciente sur la civière. Il vérifia les signes vitaux de la fillette, souleva ses paupières pour observer ses pupilles et posa à Elisabeth une série de questions rapides sur ce qui s'était passé. Elisabeth tenta d'expliquer que Harper faisait des calculs mathématiques à la maison comme d'habitude jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse subitement, mais ses mots sortaient de manière confuse et désordonnée. Le médecin lui demanda d'attendre dans la salle d'attente pendant qu'ils emmenaient Harper pour des examens plus détaillés.
Elisabeth fut conduite à une chaise en plastique bleu où elle s'assit pendant des heures, observant le va-et-vient constant des médecins et des infirmières dans les couloirs. Ses mains ne cessaient de trembler, et elle se mordait les lèvres jusqu'à ce qu'elles soient douloureuses. « Je dois savoir ce qui est arrivé à ma fille. Elle ne s'est jamais évanouie auparavant, » dit Elisabeth à une infirmière qui passait, essayant d'obtenir des informations. Les heures s'éternisaient, semblant durer des jours entiers, tandis qu'Elisabeth attendait des nouvelles de Harper. Elle essaya de manger un sandwich qu'une infirmière bienveillante lui avait apporté, mais ne put en avaler une seule bouchée. Son esprit ne cessait d'imaginer des scénarios terribles, et elle se reprochait de ne pas avoir prêté plus d'attention aux signes que Harper aurait pu donner. Elle se souvint comment sa fille devenait parfois fatiguée après avoir résolu des problèmes mathématiques complexes, mais avait toujours pensé que c'était normal pour une enfant aussi intelligente. Elisabeth se leva de sa chaise et se dirigea vers la fenêtre, observant l'agitation de la rue en contrebas, où la vie normale des gens continuait, tandis que son monde semblait s'effondrer. Elle appuya son front contre la vitre froide et ferma les yeux, essayant de contrôler l'anxiété qui grandissait à chaque minute qui passait. « S'il vous plaît, faites que Harper aille bien. Je ferai n'importe quoi, mais que ma fille aille bien, » murmura Elisabeth, faisant une prière silencieuse. Alors que le soleil se couchait déjà et peignait le ciel d'orange à travers la fenêtre de l'hôpital, un médecin plus âgé apparut enfin dans la salle d'attente. Il portait une blouse blanche et de petites lunettes, avait des cheveux grisonnants et une expression sérieuse qui fit battre le cœur d'Elisabeth. Elisabeth se leva immédiatement de sa chaise et s'approcha de lui, essayant de lire un signe d'espoir sur son visage. Le médecin se présenta comme étant le docteur Jackson et demanda à Elisabeth de le suivre dans une pièce privée. Le couloir menant à la pièce semblait interminable, et Elisabeth avait l'impression de marcher vers son propre jugement. Ils entrèrent dans une petite pièce avec seulement 2 chaises et une table simple où le docteur Jackson indiqua à Elisabeth de s'asseoir. « Elisabeth, je dois vous parler des résultats des tests de Harper, » dit le docteur Jackson, ajustant ses lunettes et ouvrant un dossier contenant des papiers. Elisabeth s'assit sur le bord de la chaise, les mains jointes sur ses genoux, essayant de contrôler sa respiration rapide. Le docteur Jackson était un homme d'environ 60 ans avec de profondes rides autour des yeux qui trahissaient des décennies d'expérience médicale. Sa voix était calme et mesurée, mais Elisabeth pouvait percevoir une gravité derrière ses mots qui lui faisait craindre le pire. Il ouvrit les tests de Harper et commença à expliquer les résultats d'une manière qu'Elisabeth pourrait comprendre, utilisant des termes simples au lieu d'un jargon médical compliqué. Elisabeth était suspendue à chaque mot qu'il disait, comme si sa vie dépendait de sa compréhension totale de ce qui arrivait à sa fille. Le silence dans la petite pièce était lourd, rompu seulement par le bruit du climatiseur en marche et les pas des gens marchant dans les couloirs de l'hôpital. « Elisabeth, votre fille a un syndrome neurologique extrêmement rare. Son cerveau fonctionne à une vitesse bien supérieure à la normale, » expliqua le docteur Jackson, observant attentivement la réaction d'Elisabeth. Elisabeth ressentit un mélange de soulagement et de confusion en entendant les mots du médecin. Pendant un instant, elle pensa qu'il disait quelque chose de positif sur Harper, quelque chose qui expliquerait l'intelligence exceptionnelle de sa fille. Elle se pencha en avant sur la chaise, impatiente d'entendre plus de détails sur cette condition qui rendait Harper si spéciale. Le docteur Jackson continua d'expliquer comment le cerveau de Harper traitait l'information différemment des autres enfants, utilisant des comparaisons simples pour qu'Elisabeth puisse visualiser ce qui se passait. Elisabeth hocha la tête, essayant d'absorber toutes les informations mais ne comprenant toujours pas pourquoi ce serait un problème. Elle se souvint de toutes les fois où elle s'était sentie fière de l'intelligence de Harper et comment elle avait toujours su que sa fille était spéciale d'une certaine manière. « C'est bien, n'est-ce pas ? C'est un génie !» s'exclama Elisabeth avec un sourire plein d'espoir se formant sur ses lèvres. Le docteur Jackson baissa les yeux vers les papiers dans ses mains et soupira profondément avant de continuer. Il retira ses lunettes, nettoya soigneusement les verres et les remit comme s'il gagnait du temps pour trouver les mots justes. Elisabeth remarqua le changement dans l'expression du médecin et sentit son estomac se nouer d'anxiété. Le sourire disparut de son visage quand elle vit la gravité gravée sur les traits du docteur Jackson. Il se pencha en avant, posant ses coudes sur la table, et regarda directement dans les yeux d'Elisabeth avec une expression compatissante mais déterminée. Elisabeth retint son souffle instinctivement, sachant que les prochains mots changeraient sa vie pour toujours. Le tic-tac de l'horloge sur le mur semblait résonner comme des coups de marteau dans sa tête. Non, Elisabeth, chaque calcul complexe qu'elle fait brûle littéralement ses neurones. À chaque opération mathématique que votre fille effectue, elle diminue ses chances de survie.
c'est comme si son cerveau se consumait lui-même au rythme actuel. Il ne lui reste qu'un mois à vivre, dit le docteur Jackson, sa voix lourde de regret. Le monde d'Elizabeth s'effondra à cet instant. Les mots du médecin résonnaient dans son esprit comme un écho lointain, et elle avait l'impression de tomber dans un abîme profond et sombre. Ses mains se mirent à trembler de manière incontrôlable, et elle dut s'accrocher à la chaise pour ne pas s'évanouir. Les larmes jaillirent de ses yeux comme un barrage qui cède, et elle ne put former aucun mot. Elizabeth essaya de traiter ce qu'elle venait d'entendre, mais son esprit refusait d'accepter la cruelle réalité qui lui était présentée. Elle pensa à tous les matins où elle se réveillait en voyant Harper jouer avec les chiffres, à toutes les nuits où elle l'abordait après avoir résolu des problèmes mathématiques impossibles. Maintenant, elle découvrait que chaque moment de bonheur de sa fille lui volait en fait de précieux jours de sa vie. Ce n'est pas possible. Il doit y avoir une erreur dans les tests. Harper est juste une enfant intelligente, protesta Elizabeth entre deux sanglots, refusant d'accepter le diagnostic. Le docteur Jackson se leva de sa chaise et contourna le bureau, posant une main douce sur l'épaule d'Elizabeth. Il avait annoncé des nouvelles difficiles à de nombreuses familles tout au long de sa carrière, mais il ne s'habituait jamais à la douleur qu'il voyait dans les yeux des parents. Elizabeth tremblait si fort qu'il lui offrit un verre d'eau, mais elle ne put même pas le tenir correctement. Le docteur Jackson expliqua qu'ils avaient refait les tests 3 fois pour être sûrs du diagnostic, et tous les résultats confirmaient la même conclusion dévastatrice. Il parla de la rareté de la condition de Harper, n'existant que quelques cas documentés dans la littérature médicale mondiale. Elizabeth entendait tout à travers un brouillard de désespoir, comme si elle était sous l'eau, et les mots lui parvenaient déformés et étouffés. « Je comprends que c'est difficile à accepter, mais je dois vous faire connaître toute la vérité sur l'état de Harper, » dit le docteur Jackson, gardant sa voix calme malgré la situation. Elizabeth s'essuya le visage avec le dos de ses mains et tenta de se ressaisir suffisamment pour poser les questions qui martelaient sa tête. Elle voulait savoir s'il y avait un traitement, une chirurgie, n'importe quoi qui pourrait être fait pour sauver Harper. Le docteur Jackson expliqua qu'ils avaient recherché toutes les options possibles, mais la condition était si rare et complexe que la médecine actuelle n'avait aucune ressource pour la traiter efficacement. Il mentionna qu'il existait des traitements expérimentaux dans d'autres pays, mais qu'ils étaient extrêmement chers et avaient de très faibles chances de succès. Elizabeth s'accrocha à ce petit espoir, comme une personne s'accrochant à une branche avant de tomber d'une falaise. Elle était prête à tout faire, à vendre tout ce qu'elle avait, à travailler jour et nuit si cela signifiait une chance de sauver sa fille. « Y a-t-il quelque chose que je puisse faire, un traitement, un médecin n'importe où dans le monde ?» demanda désespérément Elizabeth, cherchant une lueur au bout du tunnel. Le docteur Jackson retourna à sa chaise et expliqua que le plus important maintenant était de s'assurer que Harper ait une qualité de vie pour le temps qu'il lui restait. Il recommanda à Elizabeth d'empêcher Harper de faire des calculs mathématiques complexes, car chaque fois que cela se produisait, cela accélérait le processus dégénératif. Elizabeth ressentit une ironie cruelle dans le fait que la chose qui rendait Harper la plus heureuse était exactement ce qui la tuait. Le docteur Jackson expliqua également que Harper pourrait avoir d'autres épisodes d'évanouissement et qu'Elizabeth devait être prête à l'emmener à l'hôpital à tout moment. Il tendit à Elizabeth une ordonnance avec des médicaments qui pourraient aider à contrôler certains symptômes et à soulager l'inconfort. Elizabeth plia soigneusement le papier et le mit dans son sac à main comme si c'était le document le plus important de sa vie. Le plus important maintenant est de profiter de chaque instant avec Harper et de la rendre heureuse, conseilla le docteur Jackson, essayant d'offrir un peu de réconfort à Elizabeth. Elizabeth quitta la salle de consultation en titubant comme si elle était ivre. Ses pas étaient mal assurés, et elle dut s'appuyer plusieurs fois contre le mur du couloir pour ne pas tomber. L'infirmière qui avait été si gentille avec elle plus tôt s'approcha et lui demanda si elle avait besoin de quelque chose, mais Elizabeth secoua simplement la tête négativement. Elle marcha dans le couloir de l'hôpital jusqu'à la chambre où Harper était hospitalisé pour observation. À travers la vitre, Elizabeth vit sa fille dormir paisiblement dans le lit d'hôpital, connectée à plusieurs machines qui surveillaient ses signes vitaux. Harper paraissait si petite et fragile dans ce grand lit, mais son visage était serein comme si elle faisait de beaux rêves. Elizabeth pressa son front contre la vitre froide et laissa les larmes couler librement sur son visage. « Comment vais-je le lui dire ? Comment vais-je faire semblant que tout va bien alors que je sais que ?» murmura Elizabeth pour elle-même, sentant le poids écrasant de la vérité qu'elle portait maintenant seule. La nuit était complètement tombée, et l'hôpital était plus calme. Elizabeth obtint la permission d'entrer dans la chambre et de s'asseoir à côté du lit de Harper.
Elle prit la petite main chaude de sa fille, observant le doux mouvement de sa respiration. Harper dormait profondément, et Elizabeth pouvait voir de petits mouvements derrière ses paupières closes, indiquant qu'elle rêvait. Elizabeth imagina de quoi Harper pouvait rêver, peut-être des chiffres dansant dans les airs, ou des problèmes de mathématiques qui se résolvent comme par magie. L'ironie était cruelle. Les rêves qui apportaient de la joie à Harper étaient les mêmes qui raccourcissaient sa vie. Elizabeth caressa doucement les cheveux de sa fille, promettant silencieusement qu'elle ferait tout son possible pour que les jours restants de Harper soient les plus heureux de sa vie. « Dors bien, mon amour. Maman prendra toujours soin de toi », chuchota Elizabeth, embrassant doucement le front de Harper. Les premiers rayons du soleil matinal entrèrent par la petite fenêtre de la chambre d'hôpital, illuminant doucement le visage de Harper alors qu'elle commençait à se réveiller. Elizabeth avait passé toute la nuit assise dans le fauteuil inconfortable à côté du lit, observant chaque mouvement de la respiration de sa fille, craignant qu'à tout moment elle puisse avoir un autre épisode. Ses yeux étaient rouges et gonflés d'avoir pleuré, et son dos lui faisait mal à cause de la position inconfortable dans laquelle elle avait dormi. Harper ouvrit lentement les yeux, clignant plusieurs fois pour s'adapter à la lumière, et sourit en voyant Elizabeth à ses côtés. Malgré toute la souffrance qu'elle portait dans son cœur, Elizabeth lui rendit un sourire, déterminée à ne pas laisser Harper remarquer le désespoir qu'elle ressentait. « Bonjour, mon amour. Comment te sens-tu » demanda Elizabeth, tendrement, en caressant le visage de sa fille. Harper s'étira dans le lit d'hôpital et essaya de s'asseoir, encore un peu étourdie par les médicaments qu'elle avait reçus pendant la nuit. Elle regarda autour de la chambre blanche et propre, essayant de se souvenir comment elle était arrivée là, mais ses derniers souvenirs étaient d'être à la maison en train de faire des calculs mathématiques. Elizabeth aida sa fille à s'installer plus confortablement dans le lit, arrangeant les oreillers derrière son dos. Une infirmière entra dans la chambre, portant un plateau avec le petit déjeuner de Harper, composé de porridge, de fruits et d'un verre de lait. Harper fit une grimace devant la nourriture fade de l'hôpital, mais Elizabeth l'encouragea à manger au moins un peu pour reprendre des forces. « Je vais bien, maman, juste un peu fatiguée. Est-ce que je peux rentrer à la maison aujourd'hui ?» demanda Harper, impatiente de retrouver sa routine normale. Le docteur Jackson apparut à la porte peu de temps après, tenant un presse-papier avec les documents de sortie de Harper. Il examina rapidement la fillette, vérifiant ses réflexes et lui demandant comment elle se sentait. Harper répondit à toutes les questions avec enthousiasme, désireuse de montrer qu'elle était assez bien pour partir. Elizabeth observait chaque mouvement du médecin, cherchant le moindre signe d'inquiétude sur son visage qui pourrait indiquer une aggravation de l'état de Harper. Le docteur Jackson expliqua que Harper pouvait rentrer chez elle, mais qu'Elizabeth devait être attentive à tout symptôme étrange et la ramener immédiatement si nécessaire. Il donna à Elizabeth une ordonnance avec des médicaments et quelques instructions écrites sur les soins à apporter à Harper à la maison. « Vous vous souvenez de ce dont nous avons discuté hier soir, Elizabeth ? C'est très important, » dit le docteur Jackson, regardant Elizabeth d'un air entendu. Elizabeth hocha la tête et rangea soigneusement tous les papiers dans son sac, sachant que chaque instruction pouvait être cruciale pour garder Harper en sécurité le plus longtemps possible. Elle aida sa fille à s'habiller avec les vêtements qu'ils avaient apportés la veille, qui étaient un peu froissés d'avoir été dans le sac toute la nuit. Harper était excitée de rentrer chez elle et parlait de toutes les choses qu'elle voulait faire en arrivant, y compris terminer les calculs qu'elle avait laissés inachevés sur le papier. Elizabeth sentit son estomac se nouer en entendant cela, sachant qu'elle devrait trouver un moyen d'empêcher Harper de faire précisément ce qu'elle aimait le plus. Ils dirent au revoir au docteur Jackson et à la gentille infirmière, et Elizabeth prit Harper par la main pour se diriger vers la sortie de l'hôpital. « C'est si bon de rentrer à la maison. Je veux finir ce calcul sur lequel je travaillais hier, » dit joyeusement Harper, sans se rendre compte de l'effet que ces mots avaient sur Elizabeth. Le trajet de retour à la maison se fit en silence, Elizabeth étant perdue dans de sombres pensées sur la manière dont elle allait gérer la situation impossible dans laquelle elle se trouvait. Harper regardait par la fenêtre du bus, montrant les choses intéressantes qu'elle voyait dans la rue, essayant de faire participer Elizabeth à ses observations. Elizabeth força des sourires et répondit aux questions de sa fille, mais son esprit était entièrement concentré sur ce que le docteur Jackson lui avait dit la nuit précédente. Quand elles arrivèrent enfin au petit appartement où elle vivait, Elizabeth eut l'impression d'entrer dans un champ de mines, où chaque objet pouvait représenter un danger pour Harper. Elle regarda les papiers éparpillés sur le sol du salon, pleins de calculs que Harper avait fait la veille, et eut envie de tout brûler pour que sa fille ne soit pas tentée de continuer. Enfin à la maison. Maintenant je peux prendre mes papiers et continuer à étudier, s'exclama Harper en courant vers le salon.
Elisabeth s'avança rapidement et ramassa tous les papiers du sol avant que Harper ne puisse les atteindre, prétendant qu'elle ne faisait que ranger la maison. Harper fut confuse de voir sa mère ranger ses calculs dans un tiroir, mais ne protesta pas car elle pensait qu'Elisabeth organisait simplement les choses. Elisabeth dirigea Harper vers la cuisine, lui offrant une collation plus savoureuse que la nourriture de l'hôpital, essayant de la distraire des pensées mathématiques. Pendant que Harper mangeait, Elisabeth fit discrètement le tour de la maison pour ramasser tous les crayons, stylos et papiers qu'elle pouvait trouver, les cachant dans des endroits où sa fille ne pourrait pas facilement les trouver. Elle savait que cette stratégie ne fonctionnerait que pour une courte période, mais elle avait besoin de quelques heures pour penser à une meilleure solution. « Maman, où as-tu mis mes papiers ? Je veux finir cette multiplication », demanda Harper, remarquant que son matériel d'étude avait disparu. Elisabeth s'assit à côté de Harper à la table de la cuisine et lui prit ses petites mains, essayant de trouver les mots justes pour expliquer quelque chose que même elle ne pouvait pas accepter pleinement. Elle regarda dans les yeux bruns et vifs de sa fille, essayant de mémoriser chaque détail de ce visage innocent qui pourrait ne plus être là très longtemps. Harper réalisa que quelque chose n'allait pas à cause de l'expression sérieuse d'Elisabeth et arrêta de manger. Attendant d'entendre ce que sa mère avait à dire, Elisabeth prit une profonde inspiration et essaya de parler d'une manière que Harper pourrait comprendre sans l'effrayer de trop avec la cruelle vérité qu'elle avait découverte. Elle choisit chaque mot avec soin, comme si elle marchait dans un champ de mine où un faux pas pourrait tout détruire. « Harper, écoute attentivement. Tu ne peux plus faire de calculs difficiles, d'accord ? Pas de mathématiques compliquées. Promets-le à maman, » dit Elisabeth, essayant de garder sa voix stable, malgré le tremblement de ses mains. Harper fronça les sourcils, complètement confuse par la demande étrange de sa mère. Elle avait toujours été encouragée à étudier et à développer ses compétences en mathématiques, et maintenant Elisabeth demandait exactement le contraire. Harper essaya de comprendre si elle avait fait quelque chose de mal, si ses calculs étaient incorrects, ou si elle avait causé un problème qu'elle ne connaissait pas. Elisabeth vit la confusion dans les yeux de sa fille et sentit son cœur se briser en réalisant qu'elle devrait refuser à Harper la seule chose qui la rendait vraiment heureuse. Harper secoua la tête négativement, incapable d'accepter une demande qui allait à l'encontre de tout ce qu'elle aimait faire. Elle aimait les mathématiques plus que n'importe quel jeu, plus que n'importe quel jouet, et ne pouvait pas imaginer sa vie sans les chiffres qui dansaient dans son esprit. « Mais j'aime les mathématiques, maman. Pourquoi je ne peux plus faire de calculs ?» questionna Harper, des larmes commençant à se former dans ses yeux. Elisabeth eut l'impression de briser le cœur de sa fille en 1000 morceaux, mais savait qu'elle n'avait pas le choix si elle voulait avoir une chance de garder Harper en vie plus longtemps. Elle serra sa fille fort dans ses bras, sentant le petit corps fragile trembler dans ses bras. Elisabeth lutta contre ses propres larmes, sachant qu'elle devait être forte pour Harper à ce moment-là. Elle embrassa le sommet de la tête de sa fille et essaya d'expliquer d'une manière qui n'effraierait pas trop la fillette, mais qui lui ferait comprendre la gravité de la situation. Elisabeth savait que mentir à Harper serait impossible, car la fillette était trop intelligente pour ne pas se rendre compte que quelque chose n'allait vraiment pas. Elle décida de raconter une version simplifiée de la vérité, en espérant que ce serait suffisant pour que Harper coopère. Lorsqu'elles arrivèrent à l'imposant bâtiment de la Vanderbilt Company, Harper fut impressionnée par la hauteur et l'élégance de la construction. Elisabeth ressentit une pointe de honte en entrant par l'entrée des employés, portant son simple sac à main et tenant la main d'un enfant, tandis que des cadres élégants entraient par la porte principale avec leurs mallettes en cuir. Elle montra sa carte d'identité au gardien de sécurité, qui regarda curieusement Harper, mais ne fit aucun commentaire. « Waouh, maman, ce bâtiment est immense. Tu travailles ici tous les jours ?» demanda Harper, levant les yeux pour essayer de voir le sommet du bâtiment. Elisabeth et Harper entrèrent dans l'ascenseur avec quelques employés qui arrivaient pour le travail du matin. L'ascenseur était en miroir et propre, très différent des ascenseurs des bâtiments publics que Harper avait l'habitude d'utiliser. Harper était fasciné, voyant sa propre image se refléter à l'infini dans les miroirs, faisant des grimaces et riant doucement pour ne pas déranger les autres passagers. Elisabeth appuya sur le bouton du 15e étage où se trouvaient les bureaux dont elle était responsable du nettoyage. Pendant la montée, Elisabeth expliqua à voix basse à Harper qu'elle travaillait au nettoyage des bureaux et que sa fille devrait s'asseoir tranquillement dans un coin pendant qu'elle travaillait. L'ascenseur s'arrêta à plusieurs étages où des personnes élégantes entraient et sortaient, toutes vêtues de vêtements coûteux et transportant des mallettes ou des ordinateurs portables. Harper observait tout avec curiosité, se demandant quel genre de travail toutes ces personnes faisaient. « Est-ce que toutes ces personnes travaillent ici aussi, maman ? Que font-elles ?
demanda Harper en chuchotant à l'oreille d'Elizabeth. Quand elles atteignirent le 15e étage, Elizabeth conduisit Harper à travers les couloirs propres et bien éclairés jusqu'à la zone où elle gardait son matériel de nettoyage. Elle aménagea un coin confortable pour que Harper puisse s'asseoir, avec le sac à dos d'activité à portée de main de la fillette. Elizabeth expliqua à nouveau que Harper devait rester là tranquillement sans quitter sa place et sans parler aux inconnus pendant qu'elle travaillait dans les bureaux voisins. Harper promit qu'elle serait obéissante et commença à sortir ses crayons de couleur du sac à dos, prévoyant de faire quelques dessins pour passer le temps. Elizabeth commença son travail de nettoyage, mais gardait un œil constant sur Harper, vérifiant si elle allait bien et si elle tenait sa promesse de rester tranquille. Le travail semblait plus difficile que d'habitude, car Elizabeth partageait son attention entre ses tâches et le soin de Harper. Elle nettoyait les bureaux, passait l'aspirateur sur les tapis et organisait les papiers, toujours attentive aux mouvements de sa fille. « Souviens-toi de ce que tu as promis, Harper. Reste là à dessiner, et maman travaillera très vite, » dit Elizabeth, vérifiant si Harper était à l'aise dans son coin. Harper était concentrée sur ses dessins quand elle entendit le bruit de l'ascenseur s'ouvrir et vit un homme élégant en sortir. Il portait un costume cher, des chaussures brillantes et une mallette en cuir qui semblait très lourde. L'homme regarda autour de l'étage comme s'il possédait l'endroit, avec une expression arrogante qui mit immédiatement Harper mal à l'aise. Elizabeth remarqua également l'arrivée de l'homme et se positionna rapidement de manière plus respectueuse, baissant la tête et essayant de paraître invisible tout en finissant de nettoyer le sol. Harper remarqua le changement de comportement de sa mère et fut curieuse de savoir qui était cet homme qui suscitait tant de respect ou de peur. L'homme descendit le couloir, vérifiant si tout était propre et organisé, comme s'il inspectait le travail d'Elizabeth. Il s'arrêta de nouveau devant l'ascenseur et appuya sur le bouton, se préparant clairement à monter à un autre étage. « Qui est cet homme, maman? Pourquoi as-tu agi différemment quand il est arrivé ?» chuchota Harper, observant le comportement étrange d'Elizabeth. L'ascenseur arriva de nouveau, pour le malheur d'Elizabeth, s'arrêta exactement à l'étage où elle se trouvait. Les portes s'ouvrirent, et Elizabeth vit qu'elle devrait entrer dans le même ascenseur que le cadre, car elle devait aller à un autre étage pour continuer son travail. Elle prit Harper par la main et entra dans l'ascenseur, essayant de se positionner dans le coin pour occuper le moins d'espace possible. L'homme regarda Elizabeth puis Harper avec une expression claire de désapprobation, comme si la présence d'un enfant dans l'environnement de travail était une absurdité inacceptable. Elizabeth sentit la sueur couler dans son dos, sachant que cette situation pourrait lui causer de sérieux problèmes. Harper sentit la tension dans l'air, mais ne comprit pas complètement ce qui se passait. Le silence dans l'ascenseur était lourd et inconfortable, rompu seulement par le bruit de la machinerie en marche. « Elizabeth, tu sais que tu ne peux pas amener d'enfants ici. C'est un environnement sérieux, pas une garderie, » dit l'homme d'une voix froide et autoritaire. La rencontre désagréable avec Stson avait laissé une profonde marque sur elle deux, et Elizabeth remarqua que Harper était plus silencieuse que d'habitude, observant tout autour d'elle avec une attention qui n'était pas typique d'une enfant de 8 ans. Elizabeth essuyait les vitres des bureaux avec un chiffon humide, gardant toujours Harper dans son champ de vision, craignant que sa fille ne fasse une autre crise d'évanouissement. Le couloir était silencieux, à l'exception du bruit du matériel de nettoyage d'Elizabeth et du bruit lointain des conversations provenant des bureaux fermés. « Est-ce que tout va bien, mon amour? Tu ne ressens rien d'étrange ?» demanda Elizabeth, interrompant son travail pour vérifier comment Harper se sentait. Harper leva les yeux de ses dessins et regarda Elizabeth avec une expression qui mêlait tristesse et détermination. Elle avait passé les dernières heures à penser à la façon dont Stson avait traité sa mère, et un sentiment d'injustice grandissait dans sa petite poitrine. Harper ne comprenait pas entièrement le monde des adultes, mais elle savait reconnaître quand quelqu'un était cruel sans raison. Elle retourna à ses dessins, mais ses mouvements étaient mécaniques, comme si son esprit était ailleurs. Elizabeth remarqua le changement de comportement de sa fille et se sentit coupable de devoir l'exposer à des situations aussi désagréables. Le travail de nettoyage continua, mais Elizabeth était tiraillée entre ses responsabilités professionnelles et son inquiétude constante pour Harper. Les couloirs de la Vanderbilt Company étaient longs et bien éclairés, avec des portes en verre qui permettaient de voir à l'intérieur des bureaux. « Je vais bien, maman, je pense juste à certaines choses. Cet homme a été très méchant avec toi, » dit Harper, sans lever les yeux de son papier. Elizabeth arrêta de nettoyer un instant et s'agenouilla à côté de Harper, lui touchant doucement le visage avec sa main libre. Elle voulait expliquer à sa fille que le monde n'était pas toujours juste, que parfois les gens de pouvoir traitaient mal ceux qui dépendaient de ce pouvoir pour survivre.
Elisabeth peinait à trouver des mots qu'une enfant de 8 ans pourrait comprendre sans détruire complètement son innocence sur le fonctionnement du monde. Harper regarda dans les yeux fatigués de sa mère et y vit une tristesse profonde qui allait bien au-delà de l'incident avec Stson. Elisabeth serra rapidement Harper dans ses bras avant de retourner au travail, sachant qu'elle ne pouvait pas se permettre de longues pauses. Le couloir résonnait du bruit des pas d'Elisabeth alors qu'elle se déplaçait d'un bureau à l'autre, transportant toujours son matériel de nettoyage. Harper observait chaque mouvement de sa mère, mémorisant la façon dont Elisabeth travaillait dur pour les faire vivre toutes les deux. « Tu me promets que tu ne laisseras pas des gens comme lui te traiter mal tout le temps, maman ? Tu mérites le respect, » dit Harper, avec une gravité impressionnante pour son âge. Elisabeth sentit son cœur se serrer en entendant les paroles matures de Harper. Elle voulait promettre que les choses seraient différentes, qu'elle trouverait un meilleur travail où elle serait traitée avec dignité. Mais la réalité était trop cruelle pour des promesses vides. Elisabeth savait qu'elle avait besoin de ce travail, surtout maintenant qu'elle aurait d'énormes dépenses médicales pour le traitement de Harper. Elle continua de nettoyer les vitres, chaque mouvement reflétant le poids de la responsabilité qu'elle portait sur ses épaules. Harper retourna à ses dessins, mais maintenant ses dessins montraient des figures de personnes s'entraidant, comme si elle essayait de créer un monde meilleur sur son papier. La fin de l'après-midi approchait, et Elisabeth savait qu'elle devrait bientôt nettoyer la zone près de la salle de réunion principale, où se déroulaient habituellement les réunions les plus importantes de l'entreprise. Elle avait délibérément laissé cette zone pour la fin, espérant que les cadres seraient déjà rentrés chez eux. « Je ferai de mon mieux, chérie. Mais parfois la vie est plus compliquée qu'on ne le voudrait, » répondit Elisabeth, essayant d'être honnête sans détruire l'espoir de Harper. Quand Elisabeth et Harper s'approchèrent de la zone de la salle de réunion principale, elles remarquèrent immédiatement que quelque chose de différent se passait. La salle vitrée était pleine d'hommes en costume, parlant tous en même temps d'une voix forte et agitée. Elisabeth reconnut Stson parmi eux, gesticulant de manière exagérée en montrant un tableau blanc rempli de chiffres et de graphiques. Au centre de la pièce se trouvait un homme plus âgé qu'Elisabeth n'avait jamais vu auparavant, mais qui était clairement quelqu'un de très important par la façon dont tous les autres s'adressaient à lui. Elisabeth ordonna à Harper de s'asseoir sur le sol du couloir, un peu à l'écart de la porte vitrée, pendant qu'elle commençait à nettoyer la zone environnante. Harper obéit, mais ne put s'empêcher d'observer la réunion à travers le verre transparent. Les voix parvenaient étouffées à travers la porte, mais il était possible de percevoir la tension et le désespoir dans le ton des conversations. « Assieds-toi ici tranquillement pendant que je nettoie. Il semble qu'ils aient une réunion très importante, » dit Elisabeth, positionnant stratégiquement Harper loin de la porte. Harper s'installa sur le sol froid du couloir, mais ses yeux restèrent fixés sur la salle de réunion. Elle pouvait clairement voir le tableau blanc rempli d'équations mathématiques complexes, et son esprit commença automatiquement à traiter les chiffres qu'elle voyait. Elisabeth nettoyait nerveusement autour de la porte, essayant de faire son travail rapidement pour qu'elle puisse partir avant la fin de la réunion. À l'intérieur de la salle, l'homme plus âgé faisait les 100 pas, clairement agité, tandis que les autres cadres tentaient de présenter des solutions à un problème grave. Stson gesticulait, montrant différentes parties du tableau, mais son langage corporel indiquait la frustration et l'échec. Harper pencha la tête pour essayer de mieux entendre ce qui se discutait, sa curiosité naturelle étant éveillée par l'intensité de la situation. Les équations sur le tableau lui semblaient familières, comme si c'était un puzzle qu'elle avait déjà résolu. « Maman, ces chiffres sur le tableau, ils sont faux. Il y a une erreur en plein milieu, » chuchota Harper, montrant discrètement le verre. Elisabeth regarda rapidement où Harper pointait, puis sa fille avec une expression d'alarme. Elle se souvint immédiatement des paroles du Dr Jackson sur le fait que Harper ne pouvait pas faire de calculs complexes et paniqua en réalisant que sa fille analysait les équations. Elisabeth s'approcha rapidement de Harper et tenta de la distraire, lui offrant plus de crayons de couleur et lui demandant de faire un joli dessin. Harper résista doucement aux tentatives de distraction d'Elisabeth, ses yeux continuant à se promener sur le tableau blanc visible à travers le verre. La réunion à l'intérieur de la salle devenait de plus en plus agitée, les voix s'élevant et les gestes devenant plus dramatiques. Elisabeth pouvait sentir la tension émanant de la pièce, même à travers la porte fermée. Elle accéléra son travail de nettoyage, voulant sortir de là le plus vite possible avant que Harper ne s'intéresse davantage au calcul. « Ne regarde pas ces chiffres, Harper. Tu te souviens de ce dont nous avons parlé ce matin à propos de ne pas faire de mathématiques » dit Elisabeth, essayant de bloquer la vue de Harper. À ce moment,
La voix de l'homme plus âgé résonna à travers le verre avec une intensité qui fit s'arrêter Elizabeth et Harper. Sa voix était chargée de désespoir et d'autorité, coupant court à toutes les autres conversations dans la pièce. Harper vit l'homme frapper violemment du poing sur la table, faisant taire immédiatement tous les autres cadres. Elizabeth reconnut l'autorité dans la voix de cet homme et réalisa qu'il devait être quelqu'un de très puissant dans l'entreprise, peut-être même le propriétaire. La façon dont Stson et les autres cadres se comportaient en sa présence confirmait son soupçon. Harper pouvait voir les expressions de peur et d'anxiété sur les visages de tous les hommes dans la pièce, y compris Stson, qui semblait maintenant beaucoup moins arrogant qu'il ne l'avait été dans l'ascenseur. L'atmosphère était chargée d'une tension presque palpable, et Elizabeth avait l'impression d'assister à quelque chose qui pourrait changer de nombreuses vies. Si nous ne résolvons pas ce calcul d'optimisation en 2 heures, je devrais licencier 800 employés. L'entreprise fera faillite. Tout le monde perdra son emploi, y compris vous. Ce calcul vaut des millions, et nous avons besoin de cette réponse immédiatement, cria l'homme, que l'on savait maintenant être Vanderbilt. Les mots de Vanderbilt frappèrent Elizabeth comme un coup de poing à l'estomac. 800 employés signifiaient 800 familles qui se retrouveraient sans revenus. 800 familles qui traverseraient les mêmes difficultés qu'elle et Harper affrontaient déjà. Elizabeth regarda Harper et vit que la fillette avait également compris la gravité de la situation, même si elle n'était qu'une enfant. La peur de perdre son emploi, qu'Elizabeth portait déjà quotidiennement, s'intensifia maintenant qu'elle réalisait que toute l'entreprise était en danger. Elle pensa à tous les autres nettoyeurs, gardiens de sécurité, réceptionnistes et employés de bas niveau qui dépendaient de ce travail pour survivre. Harper observait l'agitation à l'intérieur de la pièce avec une expression d'inquiétude inappropriée pour son âge, mais compréhensible étant donné la situation. Elizabeth tenta d'éloigner Harper de la porte, voulant la protéger de voir plus de cette crise, mais la fillette résista doucement. « Maman, si l'entreprise ferme, tu perdras aussi ton travail, n'est-ce pas ?» demanda Harper d'une petite voix chargée d'inquiétude. À l'intérieur de la pièce, l'un des cadres se leva et se mit à parler rapidement, faisant des gestes vers le tableau rempli d'équations. Sa voix tremblait légèrement, indiquant qu'il était lui aussi sous une pression extrême pour trouver une solution. Elizabeth pouvait voir des gouttes de sueur sur le front de l'homme, même à travers le verre, et elle réalisa que tout le monde dans la pièce était désespéré. Vanderbilt faisait les 100 pas derrière la table principale, les mains jointes derrière le dos, clairement perdu dans de sombres pensées sur l'avenir de son entreprise. Stson restait debout à côté du tableau, montrant différentes sections des équations, mais son langage corporel indiquait la frustration et la défaite. Harper observait tout avec une attention intense, et Elizabeth pouvait voir que l'esprit de sa fille ne traitait pas seulement les chiffres sur le tableau, mais aussi la situation humaine qui se déroulait sous leurs yeux. Le temps semblait passer très vite, et Elizabeth savait que les 2 heures mentionnées par Vanderbilt signifiaient que de nombreuses vies seraient décidées cet après-midi-là. Monsieur Vanderbilt, nos meilleurs mathématiciens ont déjà essayé pendant 3 jours. Peut-être devrions-nous accepter que c'est impossible. Personne ne pourra faire ce calcul, même pas un spécialiste, dit le cadre avec un désespoir évident dans la voix. La réponse de Vanderbilt fut immédiate et chargée d'une autorité qui fit se recroqueviller tout le monde dans la pièce. Elizabeth pouvait voir à travers le verre comment l'homme se tourna brusquement pour faire face au cadre qui avait parlé, ses yeux brillant d'une intensité presque effrayante. Harper remarqua également le changement de posture de Vanderbilt et se rapprocha instinctivement d'Elizabeth, cherchant la sécurité. Elizabeth enlaça Harper d'un bras protecteur, mais toutes deux continuèrent à observer la scène qui se déroulait dans la salle de réunion. Vanderbilt se mit à faire le tour de la table, clairement agité par la suggestion d'abandonner. Stson, profitant du moment de tension, se positionna de manière à avoir toute l'attention de Vanderbilt. Elizabeth réalisa que Stson s'apprêtait à dire quelque chose d'important, et sa posture confiante contrastait avec le désespoir des autres cadres. Harper observa Stson avec une expression d'antipathie, se souvenant clairement de la façon dont il avait traité Elizabeth dans l'ascenseur. « Je n'abandonnerai pas 800 familles sans avoir épuisé toutes les possibilités. Il doit y avoir une solution, » répondit Vanderbilt, frappant à nouveau du poing sur la table. Stson s'approcha de Vanderbilt avec une expression qui mêlait une fausse inquiétude à un opportunisme calculé. Elizabeth pouvait lire dans son langage corporel qu'il s'apprêtait à suggérer quelque chose qui lui serait bénéfique, probablement au détriment de tous les employés qui pourraient perdre leur emploi. Harper remarqua également le changement de posture de Stson et sentit instinctivement qu'il allait dire quelque chose de mauvais. Elizabeth serra Harper plus fort contre elle, voulant la protéger de voir plus de cette situation tendue.
Mais en même temps, elle ne pouvait s'empêcher d'observer ce qui allait se passer. Vanderbilt arrêta de marcher et se tourna pour faire face à Stson, s'attendant clairement à entendre sa suggestion. Les autres cadres dans la pièce restèrent silencieux, tous regardant Stson avec des expressions qui variaient entre l'attente et l'appréhension. Harper pouvait sentir la tension dans l'air, même à travers le verre, et sa petite main tenait fermement le bras d'Elizabeth. Peut-être vaut-il mieux accepter la faillite. Au moins, nous sauvons une partie du capital, dit Stson, avec une froideur qui fit frissonner Harper. La réaction de Vanderbilt à la suggestion de Stson fut explosive. Elizabeth vit l'homme se lever brusquement de sa chaise, renversant quelques papiers qui étaient sur la table. Son visage devint rouge de colère, et il pointa un doigt accusateur en direction de Stson. Harper n'avait jamais vu un adulte aussi furieux, et elle se recroquevilla davantage contre Elizabeth, effrayée par l'intensité de l'émotion qu'elle voyait à travers le verre. Elizabeth fut également surprise par la réaction violente de Vanderbilt, mais en même temps, elle ressentit une étrange satisfaction de voir Stson être réprimandé pour sa suggestion égoïste. Les autres cadres dans la pièce semblaient avoir cessé de respirer, tous figés dans leur position en attendant de voir ce que Vanderbilt allait faire. Harper observait chaque mouvement de Vanderbilt, fasciné par l'intensité de sa réaction. Elizabeth pouvait voir que Harper ne traitait pas seulement la situation financière, mais aussi les dynamiques humaines complexes qui se déroulaient sous leurs yeux. Comment osez-vous suggérer que j'abandonne 800 familles pour sauver du capital? Ces gens m'ont fait confiance, rugit Vanderbilt, sa voix résonnant même à travers le verre. Harper ne pouvait détacher ses yeux du tableau blanc rempli d'équations mathématiques. Pendant que les adultes dans la pièce se disputaient furieusement, son jeune et brillant esprit traitait automatiquement les chiffres qu'elle voyait. Elizabeth remarqua que Harper se concentrait de plus en plus sur le tableau et paniqua. Se souvenant des avertissements du Dr Jackson, elle tenta de tourner Harper de l'autre côté, lui offrant ses crayons de couleur et lui demandant de dessiner quelque chose de beau. Harper résista doucement, ses yeux continuant d'analyser les équations complexes qu'elle voyait à travers le verre. Elizabeth pouvait voir que l'esprit de Harper travaillait rapidement, traitant l'information mathématique d'une manière qui lui était naturelle, mais potentiellement fatale. La peur grandit dans la poitrine d'Elizabeth en réalisant que Harper faisait exactement ce que le médecin avait dit qui pourrait la tuer. À l'intérieur de la pièce, la discussion continuait avec véhémence, Vanderbilt rejetant toute suggestion impliquant d'abandonner ses employés. Harper, arrête de regarder ces chiffres. Souviens-toi de ce que j'ai dit, chuchota Elizabeth d'urgence, essayant de couvrir les yeux de sa fille. Harper retira doucement les mains d'Elizabeth de ses yeux et regarda directement sa mère avec une détermination qui était effrayante chez une si jeune enfant. Elizabeth vit dans les yeux de Harper une résolution qui dépassait son âge, comme si la fillette avait pris une décision importante. Harper regarda de nouveau le tableau dans la salle de réunion, et Elizabeth pouvait pratiquement voir les chiffres être traités dans l'esprit de sa fille. La situation était un cauchemar pour Elizabeth. D'un côté, Harper faisait exactement ce qui pouvait la tuer. De l'autre, 800 familles étaient sur le point de perdre leur gagne-pain. Harper se leva lentement du sol, les yeux toujours fixés sur les équations du tableau. Elizabeth eut l'impression de vivre son pire cauchemar, regardant sa fille se diriger volontairement vers le danger. La réunion à l'intérieur de la pièce était dans une impasse, Vanderbilt rejetant toutes les suggestions présentées et le temps s'écoulant rapidement. « Je sais où est l'erreur, maman. Il calcule mal depuis le début, » dit Harper, d'une voix calme qui contrastait avec le chaos ambiant. Elizabeth tint Harper par les épaules, essayant de l'empêcher de se diriger vers la porte de la salle de réunion. Elle pouvait voir dans les yeux de sa fille une détermination de fer qui l'effrayait profondément. Harper n'agissait pas comme une enfant impulsive, mais comme quelqu'un qui avait mûrement réfléchi à ses actions et à leurs conséquences. Elizabeth tenta d'éloigner Harper de la porte, mais la fillette résista avec une force surprenante pour son âge. À l'intérieur de la pièce, Vanderbilt continuait de rejeter les suggestions et d'exiger des solutions, sa voix devenant de plus en plus désespérée. Elizabeth pouvait voir que le temps s'épuisait, tant pour l'entreprise que pour sa capacité à contrôler Harper. La fillette regarda Elizabeth une dernière fois, et dans ce regard se mêlaient amour, détermination et excuse. Elizabeth reconnut ce regard et sentit son cœur s'emballer, sachant que Harper était sur le point de faire quelque chose qui changerait tout. « Harper, non, tu ne peux pas entrer là-dedans !» cria Elizabeth, essayant désespérément de retenir sa fille. Mais Harper s'était déjà libéré des mains d'Elizabeth et marchait d'un pas déterminé vers la porte de la salle de réunion.
Elisabeth courut après elle, mais Harper fut plus rapide et réussit à ouvrir la lourde porte avant qu'Elisabeth ne puisse l'atteindre. Le bruit de la porte s'ouvrant brusquement interrompit toutes les conversations dans la pièce, et tous les cadres se tournèrent pour voir qui avait interrompu leur réunion cruciale. Elisabeth atteignit la porte une seconde après Harper, mais il était trop tard pour empêcher sa fille d'entrer dans la pièce. Le silence qui suivit fut assourdissant, tous les hommes puissants regardant avec stupeur la petite enfant qui avait envahi leur réunion la plus importante. Harper marcha avec assurance vers le centre de la pièce, les yeux fixés sur le tableau blanc rempli d'équations. Elisabeth resta paralysée à la porte, tiraillée entre courir après Harper et fuir toute la situation. Harper, reviens ici tout de suite. Je suis désolé, messieurs. Ce n'est qu'une enfant, dit Elisabeth avec un désespoir évident dans la voix. Le premier à réagir à l'invasion inattendue fut Stson, qui se mit à rire de manière sarcastique et condescendante. Son rire résonna dans la pièce silencieuse, rompu seulement par le bruit des petits pas de Harper sur le sol en marbre. Elisabeth vit Stson montrer Harper du doigt comme si elle était un objet d'amusement, et sentit un mélange de honte et de colère grandir en elle. Vanderbilt et les autres cadres observaient la scène avec un mélange d'étonnement et d'irritation, ne comprenant manifestement pas comment une enfant avait réussi à entrer dans leur réunion confidentielle. « Je peux faire ce calcul. Je sais où est l'erreur, » dit Harper, ignorant complètement le rire de Stson, et continuant à marcher vers le tableau, la posture droite et déterminée. Elisabeth voulait courir chercher Harper, mais se sentait paralysée par la présence de tant d'hommes puissants. Stson continuait de rire, clairement amusé par la situation et y voyant une occasion d'humilier encore plus Elisabeth. Quel ridicule! Que fait cette fille dans la salle de réunion? C'est tout ce dont j'avais besoin. Des enfants de subalternes. La fille de la petite femme de ménage envahit une salle de conseil comme si elle pouvait un jour être consultante. Les enfants de concierge ne savent pas faire des maths simples, encore moins des calculs aussi complexes que celui-ci. Tu es une blague, ma fille. Va apprendre à nettoyer le sol comme ta mère, dit Stson entre des rires malveillants qui donnèrent à Elisabeth l'envie de disparaître. Harper s'arrêta juste devant le tableau blanc et se tourna pour faire face à tous les hommes dans la pièce. Sa posture était étonnamment confiante pour une enfant de 8 ans confrontant un groupe de cadres puissants. Elisabeth pouvait voir que Harper n'était pas intimidé par les rires de Stson ou les regards désapprobateurs des autres hommes. Vanderbilt avait cessé de parler et observait Harper avec curiosité, intrigué par la confiance inhabituelle de la fillette. Harper regarda directement Vanderbilt, ignorant complètement Stson et les autres cadres, qui continuaient de la voir comme une interruption non désirée. Elisabeth resta à la porte, tiraillée entre la fierté pour le courage de Harper et la terreur de ce qui pourrait arriver à sa fille. Harper prit une profonde inspiration avant de parler, comme si elle se préparait à donner le discours le plus important de sa vie. Sa voix, quand elle sortit enfin, était claire et ferme, coupant à travers les rires et les murmures dans la pièce. « Je peux résoudre ce calcul, quelque chose que vous, monsieur Stson, n'avez pas la capacité de faire. Je suis peut-être la fille de la femme de ménage, mais je suis plus intelligente que vous. Mais peu m'importe ce que vous pensez. Je suis fier de ma mère. Mais j'ai entendu ce dont vous parliez. Si vous ne pouvez pas calculer cela, 800 familles se retrouveront sans travail. Y compris ma mère, dont je suis si fier, dit Harper, regardant directement dans les yeux de Vanderbilt. Le silence qui suivit les paroles de Harper fut absolu. Elisabeth pouvait entendre son propre cœur battre alors qu'elle regardait tous les hommes de la pièce digérer ce qu'une enfant de 8 ans venait de dire. Vanderbilt cessa complètement de bouger, ses yeux fixés sur Harper avec une expression de surprise sincère. Stson arrêta de rire, ne s'attendant manifestement pas à ce que Harper réponde avec un tel sérieux et une telle maturité. Elisabeth ressentit un mélange de fierté et de terreur en voyant sa fille affronter ces hommes puissants avec une telle dignité. Harper maintint sa posture droite, attendant une réponse, ses yeux alternant entre Vanderbilt et le tableau rempli d'équations. Elisabeth pouvait voir que Harper était complètement concentrée sur sa mission, apparemment inconsciente du danger dans lequel elle se trouvait, tant physiquement que socialement. Le temps semblait s'être arrêté, tout le monde dans la pièce traitant la situation surréaliste d'une enfant offrant son aide pour résoudre le problème le plus complexe de l'entreprise. « Harper, ne fais pas ça. Ça va te faire du mal. » cria Elisabeth, désespérée, trouvant enfin sa voix. Harper se tourna pour regarder Elisabeth avec une expression qui mêlait l'amour d'une fille et une détermination inébranlable. Elisabeth pouvait voir dans les yeux de Harper que la fillette avait parfaitement compris les conséquences de ses actes, mais avait choisi de continuer quand même.
Harper s'approcha d'Elizabeth, qui était toujours à la porte, et lui tint doucement la main. Elizabeth tenta de faire sortir Harper de la pièce, mais la fillette résista avec une fermeté surprenante. Harper parla à voix basse, juste pour qu'Elizabeth l'entende, mais sa voix portait une conviction qui fit réaliser à Elizabeth qu'il serait impossible de la dissuader. Elizabeth regarda le petit visage déterminé de sa fille et y vit un courage qu'elle-même aurait souhaité avoir. Harper serra la main d'Elizabeth une dernière fois avant de la lâcher et de retourner vers le tableau. Elizabeth regarda, impuissante, sa fille se diriger volontairement vers ce qui pourrait être sa propre destruction. « Maman, je dois le faire. C'est pour toutes ces familles, » dit Harper, d'une voix empreinte d'une sagesse qui dépassait de loin ses 8 ans. Harper prit un stylo sur la table de conférence et se positionna devant le tableau blanc. Elizabeth regarda sa fille commencer à analyser les équations complexes et eut l'impression de voir Harper signer son propre arrêt de mort. Vanderbilt et les autres cadres observaient avec un scepticisme croissant, qui se transforma en un étonnement progressif alors que Harper commençait à travailler. Stson croisa les bras et regarda avec une expression de supériorité, ne croyant manifestement pas qu'une enfant puisse résoudre quelque chose que des mathématiciens spécialisés n'avaient pas pu faire. Elizabeth resta à la porte, les mains tremblantes, en regardant Harper faire exactement ce que le docteur Jackson avait dit qui pouvait la tuer. Harper travaillait rapidement, mais avec précision, ses mouvements fluides et confiants alors qu'elle corrigeait les erreurs et ajoutait des calculs. Elizabeth pouvait voir que Harper était complètement absorbé par le problème, son esprit travaillant à une vitesse à la fois impressionnante et terrifiante. La pièce était dans un silence absolu, à l'exception du bruit du stylo de Harper sur le tableau blanc. « Mon Dieu, elle sait vraiment ce qu'elle fait », murmura l'un des cadres, la voix chargée d'étonnement. Les minutes passèrent comme des heures alors que Harper continuait de travailler au tableau. Elizabeth pouvait voir que chaque calcul que Harper faisait la laissait un peu plus pâle, un peu plus fatiguée. Vanderbilt s'était approché du tableau et observait le travail de Harper avec une attention croissante, clairement impressionné par la précision et la rapidité de la fillette. Stson s'approcha également, mais son expression était passée de l'amusement à l'inquiétude, car il réalisait que Harper savait vraiment ce qu'elle faisait. Elizabeth voulait courir vers Harper et la traîner hors de la pièce, mais savait qu'interrompre sa fille à ce moment pourrait être encore plus dangereux. Harper travaillait avec une concentration totale, comme si rien d'autre n'existait au monde que ces équations. Elizabeth pouvait voir de petites perles de sueur se former sur le front de Harper, et sentit son cœur se serrer de peur. La tension dans la pièce était palpable, tout le monde regardant une enfant résoudre en quelques minutes ce qui avait défié les experts pendant des jours. Elle est en train de le résoudre. Elle le résout vraiment, chuchota Vanderbilt, sa voix chargée d'admiration et d'incrédulité. Harper fit les derniers calculs au tableau et recula pour revoir son travail. Elizabeth pouvait voir que Harper était épuisée, mais aussi satisfaite de ce qu'elle avait réussi à faire. Vanderbilt s'approcha encore plus du tableau, vérifiant chaque ligne des calculs de Harper, son expression passant progressivement du scepticisme à l'étonnement total. Stson examina également le travail, cherchant clairement des erreurs qu'il pourrait signaler, mais son expression frustrée indiquait qu'il n'en trouvait aucune. Elizabeth observait Harper de loin, remarquant que sa fille était plus pâle que la normale et que ses mains tremblaient légèrement. Harper se tourna pour regarder Elizabeth une dernière fois, et dans ce regard se mêlaient triomphe et épuisement. Elizabeth pouvait voir que Harper avait tout donné pour résoudre ce problème, peut-être plus que son corps ne pouvait supporter. La pièce resta dans un silence absolu tandis que Vanderbilt continuait de vérifier les calculs. « C'est parfait. Elle a tout résolu », dit Vanderbilt, sa voix chargée d'étonnement et de gratitude. À cet instant de triomphe, Elizabeth vit quelque chose qui la terrifia. Une petite goutte de sang coula du nez de Harper, suivie d'une autre. Elizabeth cria et courut vers sa fille, mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, Harper s'effondra sur le sol comme une poupée de chiffon. Le bruit du petit corps de Harper heurtant le sol en marbre résonna dans la pièce silencieuse comme un coup de feu. Elizabeth s'agenouilla à côté de Harper, tenant sa tête sur ses genoux tout en criant à l'aide. Vanderbilt observa la scène avec horreur, ne comprenant pas que cet enfant avait sacrifié quelque chose de très important pour sauver son entreprise. Stson recula, clairement choqué par le tournant dramatique des événements. Elizabeth vérifia désespérément si Harper respirait encore, ses mains tremblantes alors qu'elle tentait de réveiller sa fille. L'ironie cruelle de la situation n'échappa à personne dans la pièce. Harper avait sauvé 800 familles, mais peut-être au prix de sa propre vie. Harper! Harper! Que quelqu'un appelle une ambulance!
Ma fille est en train de mourir. Je vais perdre ma fille. Cria Elisabeth dans un mélange de désespoir et de profonde tristesse, sa voix résonnant dans la pièce dans une panique totale. Le chaos qui suivit l'effondrement de Harper dans la salle de réunion fut absolu et désespéré. Elisabeth tenait le corps sans vie de sa fille dans ses bras, vérifiant obsessionnellement si elle respirait encore, tandis que ses larmes tombaient sur le visage pâle de Harper. Vanderbilt s'était précipité à son bureau et avait rapidement composé le numéro du service d'urgence médicale privé le plus exclusif de la ville, sa voix chargée d'urgence alors qu'il exigeait qu'ils envoient une ambulance immédiatement. Stetson et les autres cadres restaient paralysés dans la pièce, clairement choqués par le tournant dramatique des événements auxquels ils avaient assisté. Elisabeth murmurait des mots d'affection à l'oreille de Harper, essayant de la réveiller avec des baisers et de douces caresses, mais la fillette restait complètement inconsciente. Le tableau blanc au fond de la pièce affichait toujours les calculs parfaits que Harper avait faits. Une preuve silencieuse du sacrifice qu'elle avait consenti pour sauver 800 familles. « S'il te plaît, Harper, réveille-toi pour maman. Tu dois te réveiller tout de suite, mon amour, » supplia Elisabeth, la voix brisée par le désespoir. Vanderbilt raccrocha le téléphone et s'agenouilla à côté d'Elisabeth, regardant Harper avec une expression de profonde inquiétude et de culpabilité. Il n'avait jamais vu une enfant aussi jeune faire preuve d'un tel courage et d'une telle détermination, et maintenant il se sentait responsable de l'état critique de la fillette. Elisabeth regarda Vanderbilt à travers ses larmes, ses yeux implorant un espoir ou une solution qui pourrait sauver sa fille. Vanderbilt toucha doucement le poignet de Harper, vérifiant ses signes vitaux, et ressentit un soulagement en réalisant qu'elle avait encore des battements de cœur, bien que faibles. Stetson s'approcha lentement, son arrogance précédente complètement remplacée par un choc et une inquiétude sincère. Elisabeth remarqua le changement de posture de Stetson, mais toute son attention était concentrée sur Harper, qui restait effroyablement immobile dans ses bras. Le son de la sirène de l'ambulance commença à résonner au loin, augmentant progressivement en intensité à mesure qu'elle approchait du bâtiment. « L'ambulance arrive, Elisabeth. Nous allons emmener Harper au meilleur hôpital de la ville, » dit Vanderbilt, essayant de transmettre sécurité et espoir. L'équipe médicale d'urgence arriva en quelques minutes, transportant un équipement sophistiqué et une civière spécialisée. Elisabeth fut doucement mise de côté tandis que les ambulanciers évaluaient rapidement l'état de Harper, vérifiant ses signes vitaux et la préparant pour le transport. Vanderbilt suivit de près tout le processus, posant des questions techniques à l'équipe médicale et s'assurant que Harper recevrait les meilleurs soins possibles. Elisabeth regardait tout en état de choc, essayant encore de comprendre comment la situation avait changé si radicalement en quelques minutes. Les ambulanciers travaillèrent avec une efficacité professionnelle, connectant Harper à des moniteurs portables et établissant une ligne intraveineuse dans son petit bras. Stetson et les autres cadres regardaient en silence respectueux, tous clairement touchés par la gravité de la situation. Vanderbilt ordonna à sa secrétaire d'annuler toutes les réunions de la journée et de préparer son chauffeur privé pour suivre l'ambulance jusqu'à l'hôpital. « Madame, nous allons très bien nous occuper de votre fille, » dit le chef des ambulanciers, essayant de rassurer Elisabeth. Elisabeth monta dans l'ambulance avec Harper, tenant la petite main froide de sa fille pendant tout le trajet jusqu'à l'hôpital. Vanderbilt suivit dans sa voiture privée, maintenant un contact constant avec Elisabeth par téléphone pour s'assurer que tout allait bien. L'hôpital privé où Harper fut emmené était connu pour avoir la meilleure équipe médicale et l'équipement le plus avancé de la région. Elisabeth n'avait jamais imaginé qu'un jour elle se trouverait dans un hôpital aussi luxueux, mais toute cette grandeur signifiait très peu comparée à sa peur de perdre Harper. L'équipe médicale de l'hôpital était déjà prête à recevoir Harper, ayant été alertée par Vanderbilt de l'urgence et de la gravité du cas. Elisabeth courut à côté de la civière tandis que Harper était emmené à l'unité de soins intensifs, ses pas résonnant dans les couloirs propres et bien éclairés. Vanderbilt arriva à l'hôpital quelques minutes plus tard et chercha immédiatement Elisabeth pour lui offrir tout le soutien dont elle pourrait avoir besoin. « Harper ira bien. Maman est là avec toi. Je ne te quitterai pas, » chuchota Elisabeth, embrassant le front froid de Harper. L'unité de soins intensifs de l'hôpital était un environnement impressionnant avec un équipement médical de pointe et une équipe hautement spécialisée. On demanda à Elisabeth d'attendre dans une salle d'attente pendant que les médecins effectuaient une évaluation complète de l'état de Harper. Vanderbilt resta aux côtés d'Elisabeth pendant toute l'attente, lui offrant du café, de l'eau et des paroles d'encouragement. Elisabeth ne pouvait ni manger ni boire quoi que ce soit, son esprit entièrement concentré sur Harper et sur ce que les médecins pourraient découvrir sur son état.
Les heures passèrent lentement, chaque minute semblant une éternité alors qu'Elisabeth attendait des nouvelles de sa fille. Vanderbilt observait Elisabeth avec une admiration croissante pour la force et la dignité qu'elle démontrait, même dans la situation la plus difficile de sa vie. Des infirmières entraient et sortaient de la salle d'attente, informant Elisabeth de la progression des examens, mais demandant toujours plus de temps pour des conclusions définitives. Elisabeth, j'ai besoin d'en savoir plus sur l'état de Harper. Comment une enfant de 8 ans développe-t-elle ses capacités mathématiques? Demanda Vanderbilt, sa voix empreinte d'une curiosité et d'une inquiétude sincère. Elisabeth regarda Vanderbilt à travers ses yeux rouges et gonflés, hésitant un instant avant de décider de raconter toute la vérité sur le syndrome rare de Harper. Elle commença à expliquer comment Harper avait toujours été différente, montrant des capacités mathématiques exceptionnelles dès son plus jeune âge. Vanderbilt écoutait avec une attention croissante, posant des questions occasionnelles pour mieux comprendre la situation complexe à laquelle Harper était confrontée. Elisabeth raconta la consultation récente avec le Dr Jackson, le diagnostic dévastateur et comment chaque calcul complexe que Harper faisait raccourcissait littéralement sa vie. Vanderbilt fut visiblement choqué de découvrir que Harper avait sacrifié sa propre santé pour résoudre le problème de l'entreprise, connaissant les risques qu'elle prenait. Elisabeth décrivit les derniers jours d'anxiété et de peur, essayant de protéger Harper des mathématiques tout en luttant pour garder son emploi. Vanderbilt commença à comprendre l'ampleur du sacrifice que Harper avait fait, non seulement pour son entreprise, mais pour toutes les familles qui dépendaient de ses emplois. Elle savait qu'elle pouvait se faire du mal, mais elle a choisi de sauver 800 familles quand même. Quel genre d'enfant fait ça? Dit Elisabeth, sa voix chargée de fierté et de désespoir. Vanderbilt resta silencieux pendant plusieurs minutes, traitant tout ce qu'Elisabeth lui avait dit. Il commença à comprendre que Harper n'était pas seulement une enfant prodige, mais quelqu'un avec un courage et un altruisme qui dépassaient son âge. Elisabeth regarda les expressions changer sur le visage de Vanderbilt, y voyant une transformation progressive de l'admiration à la détermination. Vanderbilt se leva de sa chaise et commença à faire les 100 pas dans la salle d'attente, formulant clairement une sorte de plan dans son esprit. Elisabeth resta assise, les mains jointes sur ses genoux, attendant des nouvelles des médecins sur l'état de Harper. Vanderbilt arrêta de marcher et se tourna vers Elisabeth, ses yeux brillant d'une résolution qu'elle n'avait pas vue auparavant. La salle d'attente était silencieuse, à l'exception du bruit lointain des équipements médicaux et des voix étouffées des professionnels de la santé. Elisabeth pouvait sentir que Vanderbilt était sur le point de dire quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait changer toute la situation. Elle a sauvé 800 emplois, sauvé des familles entières, y compris la vôtre. Comment puis-je aider? De quoi Harper a-t-elle besoin pour aller mieux? Demanda Vanderbilt, sa voix chargée de détermination et de gratitude. Avant qu'Elisabeth ne puisse répondre à la question de Vanderbilt, le Dr Jackson apparut à la porte de la salle d'attente. Son expression était grave et fatiguée, et Elisabeth sentit son cœur s'emballer en le voyant. Vanderbilt remarqua également l'arrivée du médecin et se leva immédiatement, se préparant à entendre des nouvelles qui pourraient être dévastatrices. Elisabeth se leva en tremblant, ses jambes la soutenant à peine alors qu'elle se préparait à entendre ce que le Dr Jackson avait à dire. Le médecin entra lentement dans la pièce, portant un dossier avec des examens et des rapports, son langage corporel indiquant que les nouvelles n'étaient pas bonnes. Elisabeth s'agrippa au bras de Vanderbilt pour se soutenir, sentant que le monde était sur le point de s'effondrer à nouveau autour d'elle. Le Dr Jackson s'approcha d'eux à pas mesurés, choisissant clairement avec soin les mots qu'il utiliserait pour expliquer la situation. Vanderbilt resta aux côtés d'Elisabeth, lui offrant un soutien physique et émotionnel alors qu'il se préparait à entendre le diagnostic. « Docteur, comment va ma fille? Ira-t-elle bien ?» demanda Elisabeth, sa voix à peine capable de sortir à cause de l'anxiété. Le docteur Jackson soupira profondément avant de commencer à parler, son expression révélant l'extrême gravité de la situation. Elisabeth observait chaque micro-expression sur le visage du médecin, cherchant le moindre signe d'espoir qu'elle pourrait trouver. Vanderbilt était également tendu, clairement préparé à entendre des nouvelles difficiles sur la fille qui avait sauvé son entreprise. Le Dr Jackson ouvrit le dossier et montra quelques examens à Elisabeth et Vanderbilt, expliquant en termes simples ce que les résultats indiquaient. Elisabeth sentit ses jambes faiblir en écoutant les explications techniques du médecin. Vanderbilt tint Elisabeth plus fermement, réalisant qu'elle était sur le point de s'effondrer avec les nouvelles qu'il recevait. Le couloir de l'hôpital résonnait de bruits lointains d'autres patients et de membres de leur famille. Mais pour Elisabeth,
Il n'y avait que la voix du docteur Jackson et les mots terribles qu'il était sur le point de prononcer. Son cerveau a subi des dommages sévères. Les fonctions neurologiques ont cessé. Elle est dans un coma profond et les chances de guérison sont pratiquement nulles, dit le docteur Jackson, sa voix chargée d'un chagrin professionnel. Elizabeth s'effondra dans les bras de Vanderbilt, ses jambes cédant enfin sous le poids de la nouvelle dévastatrice. Vanderbilt la tint fermement, luttant lui-même pour traiter ce qu'il venait d'entendre sur la courageuse fille qui avait sauvé son entreprise. Elizabeth sanglotait de manière incontrôlable, tous ses espoirs étant détruits par les paroles cliniques mais définitives du docteur Jackson. Vanderbilt aida Elizabeth à se rasseoir, gardant un bras protecteur autour de ses épaules pendant qu'elle tentait de se ressaisir. Le docteur Jackson attendit patiemment qu'Elizabeth traite l'information avant de continuer avec plus de détails sur l'état de Harper. Regarda directement le docteur Jackson, essayant de trouver la force de poser les questions qu'elle devait poser. Vanderbilt resta à ses côtés, clairement déterminé à la soutenir dans cette terrible épreuve. La salle d'attente semblait être devenue plus petite et plus oppressante, le poids de la réalité écrasant tout espoir qu'Elizabeth aurait pu conserver. Se réveillera-t-elle? Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour l'aider? Demanda Elizabeth en pleurant, mais essayant de maintenir une certaine dignité devant le médecin. Le docteur Jackson s'assit sur une chaise près d'Elizabeth et de Vanderbilt, se préparant à expliquer les options limitées qui restaient pour Harper. Elizabeth se pencha en avant, désespérée d'entendre la moindre possibilité, aussi lointaine soit-elle, que sa fille puisse se rétablir. Vanderbilt prêtait également toute son attention aux paroles du médecin, clairement déterminé à faire tout son possible pour aider Harper. Le docteur Jackson expliqua qu'ils avaient fait tous les tests possibles et consulté d'autres spécialistes, mais que l'état de Harper était extrêmement rare et complexe. Elizabeth écoutait chaque mot comme si sa vie en dépendait, cherchant la moindre lueur d'espoir dans les explications médicales. Vanderbilt posait des questions techniques occasionnelles, essayant de comprendre pleinement la situation afin de prendre des décisions éclairées sur la manière d'aider. La conversation se prolongea pendant plusieurs minutes, le docteur Jackson étant honnête mais compatissant sur les réalités auxquelles Harper était confrontée. Elizabeth avait l'impression d'être dans un cauchemar dont elle ne pouvait pas se réveiller, où chaque mot du médecin l'enfonçait plus profondément dans le désespoir. Il existe un traitement expérimental en Europe. C'est extrêmement cher et n'a qu'une chance de succès de 1% et 99% de chance de ne pas fonctionner. Sans cela, elle ne tiendra pas longtemps, expliqua le docteur Jackson, offrant un dernier espoir désespéré. Elizabeth s'accrocha à cette petite possibilité comme une personne s'accroche à une corde avant de tomber d'une falaise. Une chance de 1% n'était presque rien, mais c'était quand même une chance, et Elizabeth était prête à tout pour donner cette opportunité à Harper. Vanderbilt commença immédiatement à poser des questions sur les détails du traitement, où il serait effectué, quel médecin serait impliqué et combien cela coûterait. Elizabeth écoutait la conversation entre Vanderbilt et le docteur Jackson comme dans un rêve, son esprit essayant de traiter l'idée que Harper pourrait avoir une chance, même si elle était minuscule. Le docteur Jackson expliqua que le traitement était expérimental et très risqué, mais représentait le seul espoir qui restait pour Harper. Elizabeth savait qu'elle n'avait pas les ressources financières pour financer un traitement aussi coûteux en Europe, mais elle ne pouvait pas renoncer à la seule chance de sauver sa fille. Vanderbilt écoutait tous les détails avec une attention croissante, prenant des notes mentales de tout ce qui devrait être organisé. La possibilité de perdre Harper était insupportable pour Elizabeth, même si la chance de la sauver était presque inexistante. Combien coûte ce traitement? Que faut-il faire pour emmener Harper là-bas? Demanda Elizabeth, essayant de s'accrocher au seul espoir qui restait. Le docteur Jackson expliqua que le traitement coûterait plusieurs centaines de milliers de dollars, un montant astronomique qui était complètement hors de portée d'Elizabeth. Elizabeth sentit son dernier espoir s'évanouir en entendant le montant impossible qui serait nécessaire pour donner une chance à Harper. Vanderbilt écouta les chiffres avec une expression pensive, calculant clairement quelque chose dans son esprit. Elizabeth regarda Vanderbilt et vit en lui une détermination à laquelle elle ne s'attendait pas, comme s'il prenait une décision importante. Le docteur Jackson continuait d'expliquer les détails de la procédure, mais Elizabeth pouvait à peine se concentrer sur les mots techniques alors qu'elle pensait à l'impossibilité financière de la situation. Vanderbilt se leva soudainement de sa chaise et se dirigea vers l'endroit où le docteur Jackson était assis, sa posture indiquant qu'il était parvenu à une résolution. Elizabeth observa Vanderbilt avec curiosité et une petite étincelle d'espoir, sans bien comprendre ce qu'il prévoyait.
La salle d'attente se tut un instant tandis que Vanderbilt organisait ses pensées avant de parler. « Docteur, préparez tout le nécessaire. Je paierai le traitement, » dit Vanderbilt, sa voix ferme et déterminée. Elizabeth regarda Vanderbilt avec un étonnement total, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. Le docteur Jackson sembla également surpris par l'offre soudaine de Vanderbilt, mais commença rapidement à expliquer toutes les procédures qui seraient nécessaires. Elizabeth se leva de sa chaise, tremblante, essayant de traiter le fait qu'un étranger offrait de payer une fortune pour sauver sa fille. Vanderbilt se tourna vers Elizabeth et expliqua que Harper avait non seulement sauvé son entreprise, mais aussi 800 familles, et qu'il ressentait une obligation morale de faire tout ce qu'il pouvait pour la sauver. Elizabeth tenta de protester, disant qu'elle ne pouvait pas accepter une telle générosité de quelqu'un qu'elle connaissait à peine. Vanderbilt insista sur le fait que ce n'était pas de la charité, mais de la justice, puisqu'Harper avait sacrifié sa santé pour sauver le gagne-pain de centaines de familles. Le docteur Jackson observa la conversation avec intérêt, clairement impressionné par la générosité de Vanderbilt. Elizabeth luttait entre sa dignité et son désespoir de sauver Harper, sachant que c'était la seule chance de sa fille. « Monsieur Vanderbilt, je ne peux pas accepter cela. C'est trop d'argent. Je ne pourrai jamais vous rembourser, » dit Elizabeth, ses paroles chargées de gratitude et de gêne. Vanderbilt s'approcha d'Elizabeth et lui tint doucement les mains, la regardant directement dans les yeux pendant qu'il parlait. Elizabeth pouvait voir une sincérité authentique dans l'expression de Vanderbilt, comme s'il sentait vraiment que c'était sa responsabilité d'aider Harper. Vanderbilt expliqua que son entreprise valait des millions de dollars, et que sans l'intervention de Harper, il aurait tout perdu et laissé 800 familles sans soutien. Elizabeth écouta ces paroles à travers ses larmes, commençant à comprendre que Vanderbilt voyait la situation non pas comme de la charité, mais comme une dette de gratitude. Le docteur Jackson attendit patiemment la décision d'Elizabeth, préparant déjà mentalement toutes les procédures qui seraient nécessaires pour organiser le traitement. Elizabeth regarda par la fenêtre de la salle d'attente vers l'unité de soins intensifs où Harper se battait pour sa vie, connectée à des machines qui maintenaient ses fonctions vitales. Vanderbilt suivit son regard et observa également la petite silhouette de Harper à travers la vitre, sa détermination se renforçant à la vue de la fille qui avait sauvé tout ce qu'il avait construit. Elizabeth savait que c'était la seule chance de Harper, même si les probabilités étaient presque impossibles. « Elizabeth, votre fille m'a appris que l'héroïsme n'a pas d'âge. Laissez-moi rembourser ce qu'elle a fait pour toutes ses familles, » dit Vanderbilt, sa voix empreinte d'une émotion sincère. Elizabeth accepta finalement l'offre de Vanderbilt, sachant que c'était le seul espoir qui restait pour Harper. Le docteur Jackson commença immédiatement à passer des appels aux Européens, organisant tous les détails du traitement expérimental. Vanderbilt appela ses assistants pour organiser tous les aspects logistiques du voyage, y compris le transport médical spécialisé et l'hébergement. Elizabeth resta en état de choc, essayant encore de comprendre comment sa vie avait changé si radicalement en quelques heures. Vanderbilt assura à Elizabeth qu'elle n'aurait à s'inquiéter d'aucun détail financier ou logistique, que tout serait pris en charge par son équipe. Le docteur Jackson se coordonna avec les médecins américains, envoyant tous les tests et rapports de Harper pour qu'ils puissent se préparer adéquatement. Elizabeth demanda à voir Harper avant que toute procédure ne soit engagée, voulant être aux côtés de sa fille pendant ces moments cruciaux. Vanderbilt accompagna Elizabeth à l'unité de soins intensifs, où Harper restait inconsciente, entourée de machines surveillant chaque aspect de ses fonctions vitales. « Merci, monsieur Vanderbilt. Je ne sais pas comment je pourrai un jour vous remercier pour ce que vous faites pour Harper, » dit Elizabeth, sa voix chargée d'une profonde gratitude. Elizabeth s'approcha du lit où Harper était allongée, touchant doucement le visage pâle de sa fille. Harper paraissait encore plus petite et plus fragile, entourée de tous ses appareils médicaux. Mais Elizabeth pouvait voir qu'elle respirait encore. Vanderbilt observa la scène avec émotion, impressionné par l'amour inconditionnel qu'Elizabeth témoignait pour Harper. Elizabeth murmura des mots d'encouragement à l'oreille de Harper, promettant que tout irait bien et qu'elle serait bientôt réveillée. Vanderbilt recula discrètement pour donner de l'intimité au moment entre mère et fille, mais resta assez proche pour offrir son soutien si nécessaire. Le docteur Jackson entra dans l'unité de soins intensifs pour vérifier les derniers préparatifs avant le transfert de Harper pour le traitement expérimental. Elizabeth embrassa le front de Harper et promit qu'elle serait à ses côtés tout au long du voyage qui les attendait. L'unité de soins intensifs était silencieuse, à l'exception du son rythmé des moniteurs suivant les signes vitaux de Harper. Vanderbilt retourna aux côtés d'Elizabeth et posa une main réconfortante sur son épaule,
transmettant force et espoir. Harper va s'en sortir. Maman est là. Nous nous battrons ensemble pour cette chance, chuchota Elizabeth, tenant la petite main froide de Harper. Les préparatifs pour le traitement expérimental se poursuivirent toute la nuit, le docteur Jackson coordonnant chaque détail avec une précision médicale. Elizabeth resta aux côtés de Harper tout au long du processus, refusant de quitter l'unité de soins intensifs, même pour se reposer ou manger. Vanderbilt s'arrangea pour qu'Elizabeth ait tout ce dont elle avait besoin, y compris des vêtements propres et des repas, tout en respectant sa décision de rester avec Harper. L'équipe médicale américaine confirma qu'elle était prête à recevoir Harper et à commencer le traitement expérimental dès son arrivée. Elizabeth signa des dizaines de documents de consentement, chaque papier représentant un petit espoir, mais aussi un grand risque pour Harper. Vanderbilt s'assura que tous les aspects juridiques et financiers étaient gérés par son équipe d'avocats et de comptables. Le docteur Jackson expliqua une fois de plus les risques de la procédure, mais souligna également que c'était la seule chance réelle de guérison pour Harper. Elizabeth écoutait tout attentivement, mais son esprit était concentré sur la possibilité que Harper puisse se réveiller et redevenir la fille brillante et heureuse qu'elle avait toujours été. Même si ce n'est qu'une chance sur 100, nous allons essayer. Harper mérite cette opportunité, dit Elizabeth, signant les derniers documents avec des mains tremblantes. Vanderbilt regarda Elizabeth signer les papiers du traitement expérimental, admirant le courage dont elle faisait preuve, même face à des probabilités quasi impossibles. Elizabeth finit de signer chaque document avec soin, comme si chaque signature était une prière silencieuse pour le rétablissement de Harper. Le docteur Jackson organisa tous les papiers en ordre, se préparant à envoyer les autorisations finales à l'équipe médicale américaine. Vanderbilt resta aux côtés d'Elizabeth, offrant un soutien moral pendant ce processus difficile mais nécessaire. Elizabeth regardait constamment Harper, qui restait inconsciente dans le lit de l'unité de soins intensifs, entourée d'équipements qui maintenaient ses fonctions vitales stables. La nuit avançait lentement, mais personne dans l'unité de soins intensifs ne pensait à se reposer alors que l'avenir de Harper se décidait. Vanderbilt réfléchit à la façon dont une enfant de 8 ans avait complètement changé sa perspective sur le courage et le sacrifice. Elizabeth finit de signer le dernier document, sachant que maintenant il ne restait plus qu'à attendre et à espérer que la chance de 1% devienne une réalité. C'est fait maintenant. Tout ce que nous pouvons faire, c'est avoir la foi et espérer que Harper est plus forte que toutes les probabilités, dit Elizabeth, tendant les documents signés au Dr Jackson. Les heures qui suivirent la signature des documents passèrent comme un flou d'activités frénétiques et de préparatifs médicaux. Elizabeth observait à travers la vitre de l'unité de soins intensifs comment l'équipe médicale préparait Harper pour le transport vers le centre médical spécialisé où la procédure expérimentale serait effectuée. Vanderbilt coordonnait tous les aspects logistiques avec son équipe, s'assurant que chaque détail était géré avec une précision militaire. L'ambulance spéciale qui transporterait Harper était équipée d'une technologie médicale de pointe, pratiquement une unité de soins intensifs mobile. Elizabeth tint la main de Harper tout au long du processus de transfert, murmurant des mots d'encouragement à l'oreille de sa fille inconsciente. Le voyage vers le centre médical fut tendu et silencieux, avec Elizabeth et Vanderbilt accompagnant Harper dans l'ambulance, tandis que les moniteurs médicaux enregistraient chaque battement de cœur de la fillette. Vanderbilt observa Elizabeth tout au long du trajet, impressionné par la force dont elle faisait preuve même dans les moments les plus difficiles. « Harper, maman est là avec toi. Nous affronterons cela ensemble, mon amour », murmura Elizabeth, caressant doucement les cheveux de sa fille. Le centre médical spécialisé était une institution impressionnante, connue dans le monde entier pour réaliser les procédures les plus avancées et les plus risquées de la médecine moderne. Elizabeth fut intimidée par la grandeur de l'endroit, mais Vanderbilt la rassura, expliquant que Harper serait entre les meilleures mains possibles. L'équipe médicale qui reçut Harper était composée des meilleurs spécialistes du pays, tous expérimentés dans des cas rares et complexes comme le sien. Elizabeth fut conduite à travers des couloirs lumineux et modernes jusqu'à une salle d'attente spécialement désignée pour les familles des patients en chirurgies expérimentales. Vanderbilt resta aux côtés d'Elizabeth pendant tout le processus d'admission, s'assurant qu'elle avait tout le soutien nécessaire. La paperasse supplémentaire fut rapidement traitée par le personnel administratif de l'hôpital, qui avait été préalablement informé de l'urgence et de l'importance du cas. Elizabeth regarda Harper être emmenée dans la salle de préparation chirurgicale, ayant l'impression de livrer sa fille à un destin incertain. C'est le meilleur endroit pour Harper. Elle recevra les soins les plus avancés disponibles, dit Vanderbilt, essayant de transmettre sa confiance à Elizabeth.
Elisabeth et Vanderbilt furent conduits dans une salle d'attente privée spécialement préparée pour les familles confrontées à des chirurgies longues et complexes. La pièce était confortable avec des fauteuils moelleux, une table avec des magazines et un service de café disponible 24 heures sur 24. Elisabeth ne pouvait se concentrer sur rien d'autre que Harper, faisant nerveusement les 100 pas dans la pièce, tandis que Vanderbilt essayait de la calmer avec des conversations réconfortantes. L'horloge sur le mur marquait lentement le passage du temps, chaque minute semblant une éternité pour Elisabeth. Vanderbilt passait des appels occasionnels à son entreprise, mais gardait son attention concentrée sur le soutien à Elisabeth pendant cette terrible épreuve. Elisabeth s'asseyait quelques minutes, puis se relevait, incapable de trouver une position confortable, tandis que sa fille luttait pour sa vie dans une salle d'opération. L'anxiété grandissait à chaque instant, alimentée par l'incertitude sur ce qui arrivait à Harper. Et si ça ne marche pas ? Le médecin a dit que nous n'avions qu'une chance sur 100. C'est presque impossible. Et si je perdais ma fille pour toujours ? Demanda Elisabeth, la voix lourde de peur et de désespoir. Vanderbilt se leva du fauteuil où il était assis et s'approcha d'Elisabeth, posant une main réconfortante sur son épaule. Il pouvait voir la terreur dans les yeux d'Elisabeth, mais aussi l'incroyable force dont elle faisait preuve, même face à la possibilité de perdre Harper. Vanderbilt réfléchit aux mots qu'il pourrait dire pour offrir un réel réconfort, pas seulement des phrases vides d'encouragement. Elisabeth regarda Vanderbilt à travers ses larmes, cherchant une assurance qu'il ne pouvait pas donner, mais espérant trouver au moins un espoir sincère. Vanderbilt se souvint du courage que Harper avait montré dans la salle de réunion, risquant sa vie pour sauver 800 familles sans hésitation. Elisabeth sécha ses yeux avec le dos de ses mains et tenta de se ressaisir, sachant que Harper avait besoin qu'elle soit forte pendant ce moment crucial. Vanderbilt admira la dignité qu'Elisabeth maintenait même dans la situation la plus désespérée qu'une mère puisse affronter. « Ça va marcher, Elisabeth. Harper est plus forte qu'elle n'en a l'air. Elle l'a déjà prouvé une fois, » dit Vanderbilt, sa voix empreinte d'une conviction sincère. Les premières heures de la chirurgie se passèrent dans un silence relatif, Elisabeth et Vanderbilt alternant entre des conversations nerveuses et des périodes de contemplation silencieuse. Elisabeth essaya de lire les magazines disponibles dans la pièce, mais ne put se concentrer sur les mots, son esprit revenant constamment à Harper. Vanderbilt travaillait sur son ordinateur portable, mais Elisabeth pouvait dire qu'il avait aussi du mal à se concentrer sur les affaires. La salle d'attente était isolée du reste de l'hôpital, mais de temps en temps, il pouvait entendre le mouvement des médecins et des infirmières dans les couloirs. Elisabeth se levait fréquemment pour regarder par la fenêtre, comme si elle pouvait voir à travers les murs jusqu'à l'endroit où se trouvait Harper. Vanderbilt offrait de l'eau, du café et de la nourriture à Elisabeth, mais elle pouvait à peine avaler quoi que ce soit à cause de l'anxiété. Le temps semblait s'être complètement arrêté, chaque minute s'éternisant comme si c'était une heure entière. Comment est-il possible que seulement 2 heures se soient écoulées ? On a l'impression d'être ici depuis des jours, murmura Elisabeth en regardant l'horloge sur le mur. Vanderbilt tenta de distraire Elisabeth en racontant des histoires sur son entreprise et sur la façon dont Harper avait complètement changé sa perspective sur le leadership et la responsabilité sociale. Elisabeth écoutait avec une attention partielle, reconnaissante de la tentative de distraction, mais toujours avec une partie de son esprit concentrée sur Harper. Vanderbilt expliqua comment il avait l'intention de créer un programme de bourse au nom de Harper pour aider d'autres enfants exceptionnellement intelligents issus de familles défavorisées. Elisabeth sourit tristement en entendant les plans généreux de Vanderbilt, mais son cœur était lourd à l'idée que Harper ne serait peut-être pas en vie pour voir ces initiatives. Vanderbilt continua de parler des changements positifs qu'il mettrait en œuvre dans l'entreprise, inspiré par le sacrifice altruiste de Harper. Elisabeth appréciait les efforts de Vanderbilt pour la garder pleine d'espoir, mais la réalité de la situation continuait de peser sur elle comme un nuage sombre. Les mots de Vanderbilt étaient réconfortants, mais rien ne pouvait vraiment diminuer l'anxiété qui grandissait dans le cœur d'Elisabeth. Harper serait heureuse de savoir que son sacrifice a inspiré tant de bons changements. Elle a toujours voulu aider les gens, dit Elisabeth, forçant un sourire à travers ses larmes. Lorsque les 4 premières heures de la chirurgie furent passées, Elisabeth faisait constamment les 100 pas dans la salle d'attente, incapable de rester immobile plus de quelques minutes. Vanderbilt la regardait avec une inquiétude croissante, voyant comment la tension affectait physiquement et émotionnellement Elisabeth. Elle s'arrêtait fréquemment devant la fenêtre, regardant dans le couloir comme si elle attendait de voir un signe sur l'état de Harper.
Vanderbilt se leva et suggéra qu'il marche dans le couloir de l'hôpital pour qu'Elizabeth puisse bouger et peut-être trouver un certain soulagement pour son anxiété. Elizabeth accepta à contre-cœur, mais insista pour qu'il reste près de la salle d'attente au cas où il recevrait une mise à jour sur Harper. Ils marchèrent lentement dans les couloirs propres et bien éclairés, croisant d'autres familles qui attendaient également des nouvelles de leurs proches. Elizabeth observa d'autres personnes dans la même situation et se sentit à la fois consolée et angoissée de réaliser qu'elle n'était pas seule dans sa souffrance. Vanderbilt maintint une conversation douce pendant la promenade, essayant de garder Elizabeth distraite sans paraître insensible à sa situation. « Au moins, nous ne sommes pas seuls dans cette épreuve. D'autres familles vivent aussi des moments difficiles comme les nôtres, » observa Elizabeth, voyant une femme pleurer sur une chaise voisine. Quand ils retournèrent à la salle d'attente, Elizabeth ressentit un besoin urgent d'être plus près de Harper, même en sachant qu'elle ne pouvait pas entrer dans la salle d'opération. Vanderbilt accompagna Elizabeth dans la zone la plus proche des salles de chirurgie, où il pourrait au moins être au même étage que Harper. Elizabeth s'appuya contre le mur du couloir et ferma les yeux, essayant d'envoyer des pensées positives à sa fille à travers la distance qui les séparait. Vanderbilt resta respectueusement aux côtés d'Elizabeth, offrant sa présence comme soutien moral sans essayer de forcer les conversations. Elizabeth pouvait entendre des bruits lointains d'équipements médicaux et des voix étouffées de professionnels de la santé, sachant que quelque part à proximité, Harper se battait pour sa vie. Vanderbilt observa Elizabeth avec une admiration croissante, voyant comment elle trouvait la force dans des moments où la plupart des gens s'effondreraient complètement. Elizabeth ouvrit les yeux et regarda vers les portes doubles qui menaient aux salles de chirurgie, comme si elle pouvait voir à travers elle jusqu'à sa fille. « Harper, si tu m'entends, maman est là et t'encourage. Tu es la fille la plus courageuse du monde », chuchota Elizabeth vers les portes. Soudain, le silence relatif du couloir fut rompu par des alarmes fortes et urgentes provenant de l'une des salles d'opération. Elizabeth sentit son cœur s'arrêter en entendant les bruits, sachant instinctivement que quelque chose n'allait pas avec Harper. Vanderbilt retint immédiatement Elizabeth, qui était sur le point de courir vers les alarmes, lui rappelant qu'il ne pouvait pas interférer avec le travail des médecins. Les alarmes continuaient de sonner, accompagnées de voix fortes et urgentes résonnant dans les couloirs. Elizabeth se débattit contre Vanderbilt, désespérée d'atteindre Harper, mais sachant rationnellement que sa présence ne ferait qu'entraver les efforts médicaux. Vanderbilt garda Elizabeth fermement dans ses bras, murmurant des mots d'encouragement tandis qu'ils luttaient tous deux contre la panique que les alarmes provoquaient. Des infirmières couraient dans les couloirs, transportant du matériel supplémentaire, leurs expressions tendues indiquant la gravité de la situation. Elizabeth observa toute l'activité frénétique avec une terreur croissante, sachant que Harper était au centre de cette urgence médicale. Quelque chose ne va vraiment pas. Ces alarmes, c'est à cause de ma fille, cria Elizabeth, essayant de se libérer des bras de Vanderbilt. Les voix provenant de la salle d'opération devinrent plus fortes et plus urgentes, avec des ordres médicaux criés sur un ton de désespoir. Elizabeth pouvait clairement entendre les mots qui lui déchiraient le cœur comme des rasoirs. Chaque ordre médical indiquait que Harper était en danger de mort. Vanderbilt tenta de boucher les oreilles d'Elizabeth, mais elle refusa d'être protégée de la réalité de ce qui arrivait à sa fille. Elizabeth sentit ses jambes faiblir en entendant l'équipe médicale se battre pour sauver Harper, sachant que chaque seconde pouvait être cruciale. Vanderbilt la maintint debout, offrant un soutien physique tandis qu'ils faisaient tous deux face à la possibilité de perdre Harper. Le matériel médical supplémentaire continuait d'être transporté dans la salle d'opération, indiquant que la situation devenait de plus en plus critique. Elizabeth ferma les yeux et se mit à prier en silence, demandant à toute puissance supérieure qui pourrait l'entendre de ne pas lui prendre sa fille. « On la perd, la tension artérielle chute », cria une voix masculine depuis la salle d'opération, faisant s'effondrer Elizabeth dans les bras de Vanderbilt. Elizabeth tenta de traiter les terribles mots qu'elle avait entendus, ayant l'impression que son monde s'écroulait à nouveau. Vanderbilt la tint fermement, luttant lui-même contre des émotions intenses en entendant que Harper était en danger critique. Elizabeth pouvait entendre d'autres ordres médicaux être criés, chaque mot confirmant ses pires craintes sur l'état de Harper. Vanderbilt murmura des prières silencieuses, se surprenant lui-même de sa propre réaction émotionnelle à la situation d'une enfant qu'il avait rencontrée la veille. Elizabeth s'accrocha à Vanderbilt comme s'il était sa seule ancre dans une violente tempête, cherchant la force de faire face à la possibilité de perdre Harper. Les alarmes continuaient de sonner sans cesse, créant une bande sonore de terreur pour les moments les plus angoissants de la vie d'Elizabeth.
Vanderbilt sentit Elizabeth trembler de manière incontrôlable dans ses bras et souhaita pouvoir faire quelque chose, n'importe quoi, pour soulager sa souffrance. Battement de cœur irrégulier. Nous devons stabiliser maintenant, cria une voix féminine depuis la salle, faisant sangloter Elizabeth plus fort. Elizabeth peinait à respirer correctement en entendant les ordres médicaux de plus en plus désespérés provenant de la salle d'opération. Vanderbilt tenta de calmer Elizabeth, mais il était lui-même profondément secoué par les voix urgentes indiquant que Harper perdait la bataille pour sa vie. Elizabeth s'éloigna légèrement de Vanderbilt et regarda directement les portes de la salle d'opération, comme si elle pouvait transmettre sa force vitale à Harper à distance. Vanderbilt regarda Elizabeth avec admiration et tristesse, voyant une mère lutter pour ne pas s'effondrer complètement alors que sa fille faisait face à la mort. Elizabeth posa ses mains sur sa poitrine, sentant son propre cœur battre rapidement, tandis que celui de Harper luttait apparemment pour continuer de fonctionner. Les ordres médicaux continuaient de résonner dans les couloirs, chaque mot étant une torture pour Elizabeth, qui ne pouvait rien faire d'autre qu'attendre et espérer. Vanderbilt resta aux côtés d'Elizabeth, offrant sa présence comme le seul réconfort qu'il pouvait donner dans ce terrible moment. Plus d'adrénaline maintenant. On ne peut pas la perdre, résonna une autre voix désespérée, faisant tomber Elizabeth à genoux dans le couloir. Vanderbilt s'agenouilla immédiatement à côté d'Elizabeth, l'aidant à maintenir une position où elle pourrait encore respirer correctement. Elizabeth hyperventilait, sa respiration saccadée et désespérée alors que la panique s'emparait de son corps. Vanderbilt parla calmement à Elizabeth, lui demandant de respirer lentement et profondément, essayant de l'empêcher de s'évanouir à cause de l'anxiété. Elizabeth lutta pour suivre les instructions de Vanderbilt, mais son corps réagissait involontairement à la terreur de perdre Harper. Vanderbilt appela une infirmière qui passait dans le couloir, lui demandant d'apporter de l'eau et de vérifier si Elizabeth allait bien. Elizabeth serra les mains de Vanderbilt avec une force désespérée, comme s'il était la seule chose qui l'empêchait d'être consumée par le désespoir. L'infirmière apporta de l'eau et aida Elizabeth à boire de petites gorgées, essayant de la calmer sans interférer avec son besoin de rester près de la salle d'opération. « S'il vous plaît, ne prenez pas ma fille. C'est tout ce que j'ai au monde. S'il vous plaît, » murmura Elizabeth en priant à travers ses larmes. Les alarmes de la salle d'opération commencèrent enfin à diminuer d'intensité, mais Elizabeth ne savait pas si c'était un signe positif ou négatif. Vanderbilt aida Elizabeth à se relever, la soutenant pendant qu'ils attendaient tous deux une indication sur ce qui était arrivé à Harper. Elizabeth s'essuya le visage et tenta de se ressaisir, sachant qu'elle devait être forte pour recevoir les nouvelles que les médecins pourraient apporter. Vanderbilt resta tendu à côté d'Elizabeth, lui-même profondément investi dans l'issue de la chirurgie de Harper. Le couloir redevint relativement calme, avec seulement le son lointain des équipements médicaux et les conversations étouffées des professionnels de la santé. Elizabeth regardait les portes de la salle d'opération avec une attention totale, attendant que quelqu'un sorte avec des nouvelles de Harper. Vanderbilt vérifiait constamment si Elizabeth allait bien, préoccupé par l'impact physique et émotionnel que toute la situation avait sur elle. Le silence est encore pire que les alarmes. Au moins, quand il y avait du bruit, je savais qu'il se battait pour elle, dit Elizabeth, la voix rauque d'avoir pleuré. Les heures s'écoulèrent lentement après l'épisode des alarmes, Elizabeth et Vanderbilt gardant une veillée silencieuse dans le couloir près de la salle d'opération. Elizabeth avait cessé de pleurer, mais son expression était vide, comme si elle avait épuisé toute son énergie émotionnelle pendant les moments de panique. Vanderbilt resta alerte à côté d'Elizabeth, prêt à la soutenir lorsque les médecins sortiraient enfin avec des nouvelles de Harper. Elizabeth faisait occasionnellement quelques pas dans le couloir, mais revenait toujours au même endroit près des portes de la salle d'opération. Vanderbilt essaya de calculer combien de temps s'était écoulé depuis le début de la chirurgie, estimant que cela faisait plus de 5 heures de procédure intensive. Elizabeth semblait être entrée dans un état d'attente presque méditatif, comme si elle conservait son énergie pour ce qui pourrait arriver. Vanderbilt admira la résilience dont Elizabeth faisait preuve même après des heures de tension émotionnelle extrême. « Ça fait presque 6 heures. Est-ce normal pour ce type de chirurgie ?» demanda Elizabeth, regardant Vanderbilt avec des yeux fatigués mais toujours pleins d'espoir. Vanderbilt expliqua que les chirurgies expérimentales complexes duraient souvent de nombreuses heures, surtout lorsque des complications survenaient pendant la procédure. Elizabeth hocha la tête avec compréhension, essayant de trouver du réconfort dans l'explication logique de Vanderbilt sur la durée de la chirurgie. Vanderbilt continua en expliquant que les meilleurs chirurgiens du monde s'occupaient de Harper et qu'ils n'abandonneraient pas facilement pour la sauver.
Elisabeth écoutait les paroles réconfortantes de Vanderbilt, mais gardait son attention concentrée sur les portes de la salle d'opération. Vanderbilt observait Elisabeth avec un respect croissant, voyant comment elle trouvait une force intérieure pour continuer même lorsque tout semblait perdu. Elisabeth respira profondément, essayant de maintenir son calme et son espoir même après les terribles heures qu'elles avaient endurées. Vanderbilt décida de rester silencieux à côté d'Elisabeth, offrant sa présence comme soutien sans essayer de forcer des conversations inutiles. Harper a toujours été une battante. Si quelqu'un peut survivre à ça, c'est bien elle, dit Elisabeth, essayant de se convaincre autant que Vanderbilt. Enfin, après ce qui sembla une éternité d'attente, les portes doubles de la salle d'opération s'ouvrirent lentement. Elisabeth sentit son cœur s'arrêter en voyant un médecin sortir, portant encore son masque chirurgical et sa blouse. Vanderbilt se positionna immédiatement à côté d'Elisabeth, se préparant à la soutenir quelle que soit la nouvelle qu'il recevrait, conscient que les chances étaient quasi inexistantes et que si la fille survivait, ce serait un miracle divin. Elisabeth observait chaque mouvement du médecin, essayant de lire dans son langage corporel la moindre indication sur l'issue de la chirurgie. Le médecin marcha lentement vers eux, son expression cachée par le masque, rendant impossible d'interpréter s'il apportait de bonnes ou de mauvaises nouvelles. Elisabeth tint la main de Vanderbilt, cherchant la force d'entendre ce que le médecin avait à dire sur Harper. Vanderbilt serra la main d'Elisabeth, transmettant toute la force qu'il pouvait par ce simple geste. Le médecin s'arrêta devant eux et commença lentement à retirer son masque chirurgical, révélant une expression fatiguée, mais pas nécessairement tragique. « Docteur, comment va ma fille ? S'il vous plaît, dites-moi qu'elle va bien, » dit Elisabeth, la voix tremblante d'anxiété. Le médecin fit une longue pause avant de répondre, choisissant clairement avec soin les mots qu'il utiliserait pour expliquer l'issue de la chirurgie. Elisabeth eut l'impression que le temps s'était complètement arrêté alors qu'elle attendait les mots qui détermineraient le reste de sa vie. Vanderbilt resta tendu à côté d'Elisabeth, préparé à toute réaction qu'elle pourrait avoir aux nouvelles du médecin. Le médecin respira profondément avant de parler, son expression révélant la fatigue de plusieurs heures de chirurgie intensive. Vanderbilt pouvait sentir Elisabeth trembler à côté de lui, toute sa force concentrée sur l'écoute et le traitement des paroles du médecin. Elisabeth retint son souffle comme si elle pouvait influencer les nouvelles par sa propre volonté. C'était très juste, mais nous avons réussi à la stabiliser. Harper est vivante, dit le médecin, sa voix chargée de fatigue, mais aussi d'un soulagement prudent. Elisabeth sentit ses jambes flageoler en entendant que Harper était vivante, mais réalisa en même temps qu'il y avait plus d'informations que le médecin n'avait pas encore partagées. Vanderbilt tint Elisabeth plus fermement, l'aidant à rester debout pendant qu'elle traitait la nouvelle partiellement positive. Elisabeth regarda le médecin avec des yeux pleins de larmes de soulagement, mais aussi d'appréhension quant à ce qu'il pourrait révéler d'autre. Le médecin continua d'expliquer que la chirurgie avait été extrêmement complexe et que Harper avait traversé des moments critiques pendant la procédure. Vanderbilt posa des questions techniques spécifiques sur l'état de Harper, essayant de comprendre pleinement la situation. Elisabeth écouta la conversation entre Vanderbilt et le médecin, essayant de traiter toutes les informations médicales discutées. Le médecin expliqua que Harper était stable pour le moment, mais qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire pour sa guérison. « Puis-je la voir ? S'il vous plaît, j'ai besoin d'être avec ma fille maintenant, » supplia Elisabeth, désespérée de voir Harper de ses propres yeux. Le médecin accepta d'emmener Elisabeth et Vanderbilt voir Harper, mais prévint qu'elle était connectée à de nombreuses machines et encore inconsciente à cause des médicaments de la chirurgie. Elisabeth suivit le médecin à travers les portes doubles de la zone chirurgicale, ses pas résonnant dans les couloirs stériles. Vanderbilt accompagna Elisabeth, offrant un soutien moral alors qu'il se préparait à voir Harper dans son état post-opératoire. Elisabeth pouvait sentir son cœur battre rapidement alors qu'ils approchaient de la salle de réveil où se trouvait Harper. Le médecin s'arrêta devant une porte et prépara doucement Elisabeth à ce qu'elle verrait en entrant dans la pièce. Vanderbilt resta près d'Elisabeth, prêt à la soutenir si la vue de Harper connectée à tant de machines était trop traumatisante. Elisabeth prit une profonde inspiration avant d'entrer dans la pièce, essayant de se préparer mentalement à voir sa fille. Elle a l'air fragile, mais elle réagit bien au traitement. Compte tenu des très faibles chances de succès de ce traitement, c'est très encourageant, expliqua le médecin en ouvrant la porte de la salle de réveil. Elisabeth entra dans la salle de réveil et vit Harper allongée dans le lit d'hôpital, entourée d'équipements médicaux, mais respirant visiblement par elle-même. Vanderbilt regarda Elisabeth s'approcher prudemment du lit de Harper, voyant l'amour maternel rayonner de chacun de ses mouvements.
Elisabeth toucha doucement la main de Harper, ressentant un soulagement en réalisant qu'elle était chaude et qu'elle pouvait sentir un pouls fort. Harper était très pâle, mais sa respiration était régulière, et ses signes vitaux sur les moniteurs montraient une stabilité. Elisabeth embrassa doucement le front de Harper et murmura des mots d'amour et d'encouragement, même en sachant que sa fille était encore inconsciente. Vanderbilt resta respectueusement à distance, permettant à Elisabeth d'avoir ses premiers moments privés avec Harper après la chirurgie. Le médecin vérifia les moniteurs et nota des informations sur son presse-papier, clairement satisfait des premiers progrès de Harper. « Harper, maman est là. Tu as réussi, mon amour. Maintenant, tu as juste besoin de te reposer et d'aller mieux, » murmura Elisabeth en tenant la main de Harper. À la surprise de tous dans la pièce, Harper commença à bouger légèrement ses doigts dans la main d'Elisabeth. Elisabeth sentit le mouvement et regarda rapidement le médecin qui s'approcha immédiatement pour observer les signes que Harper commençait à se réveiller. Vanderbilt s'approcha également, fasciné d'assister aux premiers signes de reprise de conscience de Harper. Elisabeth continua de tenir la main de Harper, lui parlant doucement et l'encourageant à se réveiller à son propre rythme. Le médecin vérifia les pupilles de Harper et ses réflexes, clairement encouragé par les signes positifs qu'il observait. Harper commença à bouger légèrement la tête, comme si elle essayait de se réveiller d'un sommeil très profond. Elisabeth sentit des larmes de joie couler sur son visage en voyant les premiers signes que Harper revenait à la conscience. Vanderbilt observa la scène avec une profonde émotion, assistant à un moment qui pourrait représenter un miracle médical. « C'est très bien. Elle réagit plus vite que nous ne l'attendions, » dit le médecin en souriant pour la première fois depuis la fin de la chirurgie. Lumière de la salle de réveil. Elisabeth retint son souffle en regardant sa fille revenir progressivement à la conscience, chaque instant étant d'une préciosité incommensurable. Harper regarda autour de la pièce avec confusion, essayant clairement de comprendre où elle était et ce qui lui était arrivé. Vanderbilt resta silencieux, ne voulant pas interférer dans le moment intime entre mère et fille. Après tant d'heures de terreur et d'incertitude, Elisabeth caressa doucement le visage de Harper, murmurant des mots d'amour et de réconfort pour l'aider à s'orienter. Harper fixa lentement ses yeux sur le visage d'Elisabeth, un petit sourire se formant sur ses lèvres lorsqu'elle reconnut sa mère. Le médecin observa tout avec une satisfaction professionnelle, documentant chaque aspect de la guérison de Harper pour ses dossiers médicaux. Elisabeth avait l'impression d'assister à un miracle, voyant sa fille se réveiller après une chirurgie qui n'avait qu'une chance de succès de 1%. « Maman » chuchota Harper, sa voix faible mais claire, faisant pleurer Elisabeth de pure joie. L'année qui suivit la chirurgie expérimentale de Harper fut marquée par des transformations extraordinaires qu'aucun membre de la famille n'aurait pu imaginer. La procédure avait été un succès complet, non seulement en sauvant la vie de Harper, mais aussi en stabilisant son état neurologique de sorte qu'elle pouvait utiliser ses capacités mathématiques sans les risques mortels qu'elle encourait auparavant. Elisabeth regardait sa fille chaque matin, ayant encore du mal à croire que Harper était non seulement vivante, mais qu'elle s'épanouissait d'une manière qui dépassait toutes les attentes médicales. Vanderbilt avait tenu toutes ses promesses, fournissant non seulement le traitement médical, mais aussi une éducation de qualité et des opportunités qui avaient complètement transformé leur vie. Harper fréquentait maintenant l'une des meilleures écoles privées de la ville, où son intelligence exceptionnelle était nourrie et célébrée au lieu de représenter une menace pour sa vie. Elisabeth conduisait après avoir récupéré Harper à l'école, portant un tailleur impeccable en route pour le travail. C'est incroyable comme la vie peut complètement changer en seulement un an. Harper s'épanouit d'une manière que je n'aurais jamais cru possible, pensa Elisabeth en observant la ville par la fenêtre de la voiture. Harper commença à raconter avec enthousiasme comment elle avait aidé 3 camarades de classe différents à comprendre des concepts mathématiques qu'ils trouvaient difficiles. Elisabeth écoutait avec une admiration croissante, car Harper avait développé non seulement ses capacités intellectuelles, mais aussi sa capacité à enseigner et à inspirer les autres. Harper expliqua comment chaque camarade avait une manière différente d'apprendre et comment elle avait trouvé des moyens uniques d'expliquer les mêmes concepts à chacun d'eux. Elisabeth était constamment surprise par la maturité émotionnelle que Harper avait développée, surtout compte tenu de tout ce qu'elle avait traversé l'année précédente. Harper continua de parler de ses projets de créer un groupe d'études où elle pourrait aider régulièrement les camarades qui avaient des difficultés en mathématiques. Elisabeth ressentit un mélange de fierté et de gratitude, voyant comment Harper utilisait ses dons pour aider les autres au lieu de se sentir supérieur ou isolé. Harper ouvrit la portière de la voiture et s'installa sur le siège, parlant toujours avec enthousiasme de ses projets académiques et sociaux. Génial!
J'ai aidé quelques camarades avec les exercices. Je pense que je vais suggérer au professeur que nous créions un club de mathématiques, dit Harper avec enthousiasme. Elizabeth conduisit à travers les rues animées de la ville en direction du bâtiment de la Vanderbilt Company, où elle travaillait maintenant à un poste complètement différent de celui qu'elle avait occupé un an auparavant. Harper regardait par la fenêtre, montrant différents bâtiments et faisant des observations intelligentes sur l'architecture et l'ingénierie qui impressionnaient constamment Elizabeth. Elizabeth gara la voiture dans le parking des cadres, un privilège qui lui donnait encore un mélange de fierté et d'incrédulité. Harper accompagna Elizabeth à travers les couloirs élégants du bâtiment, saluant poliment les employés qui reconnaissaient la célèbre fille qui avait sauvé l'entreprise. Elizabeth ressentit une profonde satisfaction en marchant dans ces mêmes couloirs. Un an auparavant, elle avait été humiliée, étant maintenant traitée avec respect et admiration. Harper tint la main d'Elizabeth alors qu'elles entraient dans l'ascenseur, le même ascenseur où Stson avait été si cruel avec elle par le passé. Elizabeth appuya sur le bouton de l'étage de la direction, réfléchissant au voyage extraordinaire qui les avait menés de cette humiliation à ce moment de triomphe. Harper regardait les numéros d'étage changer sur l'écran, calculant mentalement la vitesse et l'accélération du mouvement. « C'est drôle de penser que c'est dans ce même ascenseur que tout a commencé à changer pour nous, n'est-ce pas, maman ?» observa Harper, regardant Elizabeth avec une sagesse au-delà de son âge. Elizabeth et Harper arrivèrent à l'étage de la direction, où Elizabeth avait maintenant son propre bureau spacieux avec vue sur la ville. Harper s'installa dans un fauteuil confortable, tandis qu'Elizabeth se préparait pour sa réunion de l'après-midi, organisant des documents et révisant des présentations. Elizabeth avait repris ses études peu après le rétablissement de Harper, complétant sa formation et obtenant des diplômes qui lui permirent de gravir rapidement les échelons de l'entreprise. Vanderbilt avait reconnu non seulement l'intelligence naturelle d'Elizabeth, mais aussi son dévouement, son éthique de travail et ses perspectives uniques sur le leadership et la responsabilité sociale. Harper regardait Elizabeth travailler avec admiration, voyant sa mère comme un exemple de la façon dont la détermination et l'étude pouvaient complètement transformer la vie d'une personne. Elizabeth vérifia son apparence dans le miroir du bureau, ajustant son chemisier et s'assurant qu'elle avait l'air présentable pour l'importante réunion qu'elle allait diriger. Harper feuilletait quelques livres qu'Elizabeth gardait dans son bureau, tous liés à l'administration, au leadership et au développement social. Elizabeth rangea ses documents dans un élégant dossier et se prépara à se rendre à la salle de réunion où elle présenterait son dernier projet. « Tu restes ici à dessiner pendant que maman va à la réunion ? Ça ne sera pas long, dit Elizabeth en embrassant le front de Harper. Elizabeth entra dans la salle de réunion avec confiance et autorité, portant son dossier et saluant respectueusement tous les cadres présents. Vanderbilt était assis à la tête de la table, souriant fièrement en regardant Elizabeth prendre sa place comme l'une des dirigeantes les plus respectées de l'entreprise. Stson était assis à une position subalterne à la table, un renversement complet de la dynamique de pouvoir qui existait un an auparavant. Elizabeth connecta son ordinateur portable au projecteur et commença sa présentation sur un programme innovant de responsabilité sociale qu'elle avait développé. Vanderbilt regardait Elizabeth avec admiration, impressionné par la transformation complète qu'elle avait subie grâce à l'éducation et aux opportunités. Stson prêta une attention respectueuse à la présentation d'Elizabeth, reconnaissant clairement sa compétence et son leadership. Elizabeth parla avec autorité des statistiques, des résultats et des plans futurs, démontrant une maîtrise complète du sujet qu'elle présentait. Vanderbilt posa des questions occasionnelles auxquelles Elizabeth répondit avec précision et confiance, montrant à quel point elle avait appris et grandi professionnellement. Notre programme de bourse pour les enfants des employés a déjà bénéficié à 200 enfants. Les résultats académiques sont exceptionnels, dit Elizabeth en montrant des graphiques dans sa présentation. Vanderbilt se leva de sa chaise et se mit à applaudir la présentation d'Elizabeth, suivie par tous les autres cadres de la salle. Elizabeth ressentit une profonde satisfaction en recevant la reconnaissance de ses pairs, se souvenant qu'un an plus tôt, elle n'aurait même pas rêvé d'être dans cette position. Vanderbilt s'approcha d'Elizabeth après la fin de la présentation, clairement impressionné par la qualité et l'innovation de ses idées. Elizabeth organisa ses documents efficacement, démontrant le professionnalisme qu'elle avait développé grâce à beaucoup d'études et de dévouement. Stson s'approcha d'Elizabeth avant de quitter la pièce, voulant clairement faire un commentaire sur sa présentation. Elizabeth le salua avec une cordialité professionnelle, mais en maintenant la dignité et l'autorité qu'elle possédait maintenant. Vanderbilt attendit que tous les autres cadres quittent la pièce avant de parler en privé avec Elizabeth de ses projets futurs.
Elisabeth resta confiante et réceptive, sachant que Vanderbilt était devenu non seulement son patron, mais aussi un mentor et un ami de la famille. Elisabeth, qui aurait cru que la femme de ménage deviendrait notre meilleur cadre. Vous avez dépassé toutes mes attentes, dit Vanderbilt, avec une admiration sincère dans la voix. Elisabeth sourit avec humilité et gratitude, se souvenant du voyage extraordinaire qu'il avait mené de cette salle de nettoyage à ce poste de direction. Vanderbilt montra le mur du bureau où le calcul original de Harper qui avait sauvé l'entreprise était encadré. Elisabeth regarda ce cadre historique, réfléchissant à la façon dont ce moment de sacrifice avait complètement changé le destin de sa famille. Vanderbilt expliqua comment ce calcul n'avait pas seulement sauvé l'entreprise, mais aussi inspiré une nouvelle philosophie de leadership basée sur la responsabilité sociale et le développement humain. Elisabeth ressentit un mélange de fierté et de gratitude de voir comment le sacrifice de Harper avait créé des ondes positives qui se propageaient bien au-delà de ce qu'ils avaient initialement imaginé. Vanderbilt continua de parler de ses projets d'expansion des programmes sociaux de l'entreprise, tous inspirés par l'exemple de courage et d'altruisme que Harper avait démontré. Elisabeth écouta avec attention et intérêt, formulant déjà mentalement comment elle pourrait contribuer à ses plans ambitieux. Vanderbilt se dirigea vers la fenêtre, observant la vue de la ville et réfléchissant aux transformations qui s'étaient produites au cours de l'année écoulée. Ma fille m'a appris que l'intelligence n'a pas de classe sociale, monsieur Vanderbilt. Le talent peut émerger n'importe où, dit Elisabeth, regardant le calcul encadré sur le mur. À ce moment, Harper apparut à la porte de la salle de réunion, sautillant pratiquement d'excitation et tenant une médaille d'or dans ses mains. Elisabeth se leva immédiatement pour accueillir Harper, curieuse de savoir ce qui s'était passé pour rendre sa fille si excitée. Vanderbilt s'approcha également avec intérêt, toujours fasciné par les réussites académiques de Harper. Harper montra fièrement sa médaille à Elisabeth et à Vanderbilt, expliquant rapidement comment elle avait remporté la première place d'un important concours de mathématiques. Elisabeth tint la médaille dans ses mains, sentant son poids et observant l'inscription qui déclarait Harper championne. Vanderbilt félicita chaleureusement Harper, une fois de plus impressionné par ses capacités exceptionnelles. Harper expliqua avec enthousiasme comment la compétition avait été difficile mais amusante et comment elle avait utilisé des stratégies qu'elle avait apprises à l'école. Elisabeth serra Harper fort dans ses bras, ressentant un mélange de fierté maternelle et de gratitude pour la seconde chance qu'elles avaient reçue. Vanderbilt observa l'interaction entre la mère et la fille avec émotion, se souvenant comment ils avaient failli perdre Harper un an auparavant. « Maman, j'attendais d'être avec monsieur Vanderbilt pour te le dire. J'ai remporté la première place à l'Olympiade de mathématiques de l'école. C'était la compétition la plus difficile à laquelle j'ai jamais participé, dit Harper, montrant sa médaille brillante. Elisabeth serra de nouveau Harper dans ses bras, sentant des larmes de joie se former dans ses yeux en voyant sa fille si heureuse et épanouie. Vanderbilt s'approcha et offrit ses félicitations à Harper, lui posant des questions sur les détails de la compétition et sur la façon dont elle s'était préparée. Harper raconta avec enthousiasme le problème qu'elle avait résolu, expliquant ses stratégies et comment elle avait réussi à surpasser les autres concurrents. Elisabeth écoutait avec fascination les explications techniques de Harper, toujours surprise par la capacité intellectuelle de sa fille. Vanderbilt posa des questions intelligentes sur la compétition, clairement intéressé à en savoir plus sur le processus de pensée de Harper. Harper répondit à toutes les questions avec enthousiasme et clarté, démontrant non seulement des connaissances techniques, mais aussi de la maturité et une articulation verbale. Elisabeth ressentit une profonde satisfaction en voyant comment Harper s'était développé socialement et émotionnellement en plus de ses compétences académiques. Vanderbilt réfléchit à la façon dont Harper avait surmonté non seulement les défis médicaux, mais était aussi devenue une jeune femme équilibrée et inspirante. « Je suis très fière, ma fille. Tu as travaillé très dur pour en arriver là et tu mérites chaque réussite, dit Elisabeth en embrassant la tête de Harper. Harper rangea soigneusement sa médaille dans son sac à dos et s'assit sur une chaise voisine, ayant clairement quelque chose d'important à partager. Elisabeth et Vanderbilt accordèrent toute leur attention à Harper, reconnaissant qu'elle avait quelque chose de significatif à dire. Harper expliqua que pendant la compétition, elle avait rencontré d'autres enfants qui avaient des difficultés en mathématiques, mais un grand potentiel s'ils recevaient un accompagnement approprié. Elisabeth écouta avec un intérêt croissant les observations sociales de Harper, impressionnée par l'empathie et la conscience sociale que sa fille avait développées. Vanderbilt prêta également attention aux paroles de Harper, y reconnaissant des échos de la même compassion qui avait motivé son sacrifice initial.
Harper continua d'expliquer comment elle voulait utiliser ses compétences pour aider d'autres enfants à découvrir leur propre passion pour les mathématiques. Elizabeth ressentit de la fierté en voyant comment Harper s'était développée non seulement intellectuellement, mais aussi en tant que personne consciente de sa responsabilité sociale. Vanderbilt commença à formuler des idées sur la façon dont il pourrait canaliser la passion de Harper dans des programmes éducatifs plus larges. Vous savez ce qui est le mieux maintenant? Je peux utiliser mes maths pour aider d'autres enfants. Je veux enseigner que les chiffres peuvent être amusants, dit Harper, les yeux brillants d'enthousiasme. Vanderbilt et Elizabeth prirent Harper dans leurs bras, fiers de voir l'intelligence de la jeune fille. Ils savaient que son avenir était prometteur, non seulement parce qu'elle était une enfant brillante, mais surtout pour le cœur généreux et la bonté qu'elle portait, inspirant tout le monde. Nous sommes sûrs que tu es capable de tout, ma fille. Nous sommes fiers de toi, répondit Elizabeth en souriant. Vanderbilt acquiesça d'un air plein d'espoir pour l'avenir qui les attendait. Maintenant, dites-moi dans les commentaires d'où vous venez et dites-moi, avez-vous aimé cette histoire? Alors abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et regardez la prochaine qui vous attend ici à l'écran. Je vous y attends.